Bon après-midi et toutes nos excuses pour le léger retard accusé pour cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur Tous Azimuts. Cette semaine aura été politiquement mouvementée puisque pendant la semaine, nous avons enregistré les candidatures à Élection Cameroun pour ce qui est de la présidentielle prévue le 7 octobre prochain. Dans cette émission, on refera le point de ces candidatures, notamment en mettant un accent sur la gente féminine minimum représentée dans ces élections, mais également sur les curiosités enregistrées dans ces candidatures. Au cœur de ces événements politiques, le MINAT qui a fait une sortie censée ramener le calme au sein de 3 partis politiques de l'opposition en mal depuis quelque temps déjà. Il s'agit du CPP, du MANIDEM et de l'Union des populations du Cameroun. Une sortie mal interprétée et mal acceptée par les dirigeants de ces partis politiques. On en parlera également. Alors que les Camerounais étaient concentrés sur ces préparatifs électoraux. Du côté de l'Est Cameroun, le coup de tonnerre se fait entendre. Les populations sont dans la rue et pour cause. Betoua est dans le noir depuis 3 semaines. Les coupures intempestives d'électricité qui interpellent au plus haut point Gaston Essomba Elundou, le ministre de l'eau et de l'énergie, qui est installé en bonne et due place sur la Sélecte cet après-midi. Au début de ces échanges, notamment au cœur même du zapping, l'actualité autour de cette vidéo très choquante qui exposait l'armée camerounaise qui a fait le tour des réseaux sociaux, des rebondissements. L'OMINDEF accuse Patrick Nganang alors que l'Union européenne appelle à une enquête et les États-Unis d'Amérique qui demandent la transparence dans cette enquête. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être des nôtres. Bienvenue sur LTM et sur Tous Azimuts. Cette émission se voulant interactive, vous avez un contact pour vous joindre à nous, le 6 99 13 50 75. Votre point de vue compte également au cours de ce débat. Et pour échanger cet après-midi, comme à l'habituel, un panel choisi sur le volet pour vous à la maison. On va commencer, une fois n'est pas coutume, je suis bien entourée par ma gauche, beaucoup d'avocats et d'hommes de droit sur ce plateau. Lui, il est avocat au barreau du Cameroun, un membre, un militant influent et cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est toujours un bonheur de l'accueillir sur le plateau de Tous Azimuts. Bienvenue, Maître Emmanuel Pensi. Bienvenue à vous et bienvenue aux millions de téléspectateurs de votre excellente chaîne dans cette émission que j'aime beaucoup. J'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes. Le président Paul Biya s'est présenté, le RDPC se mobilise déjà. Le RDPC est toujours mobilisé. Le RDPC ne fait pas partie de ceux qui se réveillent tout simplement la veille des élections. Le RDPC est toujours en campagne permanente et nous avons des statuts qui sont clairs et nets, qui clarifient toutes les situations. Et vous voyez que nous sommes à 37,6 degrés et ce n'est pas pour une raison pour que nous ne soyons pas en ordre de bataille au vu de la multiplicité des candidatures. Je crois que le pays comme la Côte d'Ivoire a mis 100 millions. Et ça a quand même permis d'éliminer un certain nombre de, j'allais dire, le mot est méchant, de rigolos, de certains aventuriers politiques, de certains qui vont chercher des emplois à la tontine pour pouvoir après recevoir peut-être la main de l'État. Je crois que ce n'est pas ça faire de la politique, il faut avoir un projet. Et quand on voit qu'il y a 28 candidats, ça veut dire tout simplement que des personnes ne peuvent même pas s'entendre et que de l'autre côté, je ne dis pas que le RDPC a déjà gagné, mais je dis que la multiplicité des candidatures favorise en tout état de cause, j'allais dire, le boulevard qui doit être réservé, mais qui n'empêche pas que dès demain, dès qu'on se met en place, qu'on puisse aller au combat. Et bien sûr, également sur ce plateau, un autre avocat, mais également président de parti politique, Maître Jean de Dieu Momo, président du PADEC. Bienvenue, Maître. Merci. Ou vais-je dire président Momo? Président Momo, Maître Momo, bon, c'est pareil, je suis le président Momo, je suis également Maître Momo. Merci beaucoup, Rosalie, ici, de m'inviter à LTM pour Tous Azimuts, pour parler de politique. Et je suis très heureux de participer à cette émission, d'autant plus que, à ce qu'il paraît, je serai depuis hier, tout au moins, la personnalité la plus controversée de la République, sinon la plus détestée. Et donc, c'est une occasion pour moi
d'éclairer vos téléspectateurs, de leur dire la vérité. Moi, j'ai toujours dit la vérité et je pense qu'ils comprendront. Mais c'est une occasion ici, mais je vous annonce aussi que on me déteste parce que j'ai demandé qu'on soutienne la candidature du président Paul Biya. Ça énerve les gens parce qu'on me classait dans la catégorie des irréductibles et invincibles. Et donc, maintenant, comme que j'annonce qu'il faut plutôt soutenir la candidature de M. Paul Biya, ça énerve les gens. Je profite de votre micro pour annoncer que je prendrai personnellement part au meeting du RDPC que le ministre Laurent Esso va organiser à Douala, à la maison du parti, demain dimanche à 14 h. Je serai là avec les patriotes du PADEC pour soutenir la candidature du président Paul Biya, mais j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi. Espérons que vous ne serez pas attendu à l'entrée de la maison du parti maître. C'est tout le bonheur qu'on puisse vous souhaiter. Également sur ce plateau, ils sont également au devant de la scène, le CPP, à la suite de cette sortie du MINAT, et également non partant pour les élections présidentielles de par le nouveau président du CPP. On en parlera également. Il s'appelle Thierry Ndifène. Il est secrétaire général chargé des affaires juridiques et électorales de ce parti, Cameroun People's Party. Bienvenue Thierry Ndifène. C'est moi qui vous remercie d'avoir bien voulu m'associer à votre réflexion cet après-midi. Et je profite donc de ce temps de parole pour saluer tous vos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Voilà, c'est toujours un bonheur de vous avoir. Edith Kabanwala, pour vous, reste la présidente du CPP. Pas pour nous, pour ce qui concerne le fonctionnement de notre parti, ce qui ressort du dernier congrès de notre parti. La présidente élue, pour l'instant, c'est Mme Kawala. Pour le reste, nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés et nous ne sommes pas inquiets outre mesure par les élucubrations de ce monsieur qui a bien voulu prendre sur lui de prendre une autre pour s'immiscer dans les affaires internes d'un parti politique. On en parlera sûrement au cours de cette émission. Et le quatrième invité n'est autre que notre acteur de la société civile sur ce plateau, enseignant d'université, analyste sociopolitique, expert en fiscalité et j'en passe puisque ses casquettes sont multiples. Monsieur Aimé Wafo est en notre compagnie pour être un tout petit peu la voix des Camerounais sur ce plateau. Bienvenue. Monsieur Wafo. Merci Rosalie, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les autres panélistes. Ce sera toujours une immense fierté de venir apporter sa modeste contribution à l'analyse de notre environnement politique. Parce qu'on sait que l'actualité actuellement est un peu dense et les Camerounais ont toujours besoin d'être éclairés sur cette actualité politique. Merci. Le panel étant donc planté, sans transition, on va rentrer dans le premier sujet qui nous préoccupe cet après-midi, notamment cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde a eu l'occasion d'avoir une brèche de cette image qui incrimine, entre guillemets, l'armée camerounaise sur des exactions d'assassinat, parce que c'est l'expression qui a été utilisée. Les rebondissements sont clairs à la suite donc des dernières actualités. Le ministre de la Défense a donc fait une sortie pour rappeler que les enquêtes mènent vers Patrick Nganan. C'est cet activiste qui aurait, entre guillemets, l'habitude de ces actions-là dans les problèmes de cybercriminalité et qui décide ce jour de mettre un tout petit peu la question de trucage de vidéos sur Patrick Nganan, une sortie qui surprend un tout petit peu Thierry Ndifène. Pour nous, au niveau du CPP, nous ne pouvons pas accorder un véritable crédit à une telle sortie parce que la démarche, une vraie méthodologie aurait voulu qu'on fasse une enquête avant de se prononcer. Mais là, on s'est prononcé, on a dit qu'il n'y avait rien et on a ordonné une enquête. Et aujourd'hui, on essaye de trouver des éléments pour arriver à un résultat pratiquement préétabli qui mettrait le gouvernement hors de cause. Or, la méthode aurait voulu qu'on dise, OK, on va faire une enquête et qu'on mette sur pied une commission d'enquête pluriacteur et indépendante pour garantir la fiabilité
la fiabilité des résultats de cette enquête. Donc vous mettez en doute la parole du ministre de la Défense lorsqu'il dit qu'on a analysé les vidéos, qu'on a analysé les tenues, qui sont des tissus qu'on vend partout dans le monde, qui n'est pas l'apanage uniquement du Cameroun, qui ne fabrique pas ces tenues militaires. Lorsqu'il dit, par exemple, que les armes utilisées également dans ces images-là sont utilisées dans tous les problèmes de crimes à travers le continent africain, ce n'est pas une enquête pour vous? Mais ce qui dit sont des évidences. Il ne faut pas faire une enquête pour arriver à ces conclusions. Le Cameroun, évidemment, ne fabrique pas les armes, les tenues, etc. Donc, pour nous, ce ne sont pas des éléments probants qui peuvent permettre effectivement de conclure à la réponse à une telle hypothèse. Mais davantage, nous déplorons la méthode, la façon de faire, la démarche qui a voulu d'abord de nier rassurez-vous, il continue de mentir. Hein? Voilà. Et par la suite, maintenant, de construire une démarche pour arriver à une réponse. Il aurait fallu mettre sur pied une commission d'enquête pluriacteur pour garantir l'indépendance de cette enquête. On ne peut pas se lever aujourd'hui. Le gouvernement est partie prenante dans cette affaire et une des personnes, entre guillemets, au banc des accusés, ne peut pas venir dire qu'il a mené une enquête qui le met hors de cause et que nous prenions comme parole d'évangile. On devrait donner des gages d'une indépendance à une telle enquête pour permettre d'arriver à des solutions qui seraient tout au moins consensuelles. Maître Momo, il s'agit de l'armée camerounaise. C'est un sujet tout à fait délicat. Voyez-vous, le crime est assez grave et même très grave. En fait, c'est un crime monstrueux, inhumain et inacceptable, intolérable, nulle part dans le monde. Mais ceci étant, ce n'est pas l'apanage de l'Afrique. Nous avons d'autres vidéos des pays, des nations civilisées, notamment une vidéo américaine où les policiers tirent sur un handicapé assis sur sa chaise roulante. C'est des crimes abominables. Mais quand c'est des crimes entre noirs, ça ne choque plus. L'image dont vous parlez et qui met en exergue des gens en tenue militaire fait l'objet d'une enquête. Et j'ai lu des communiqués des officines officielles occidentales qui mettent en cause l'armée camerounaise et qui annoncent même que 4 personnes seraient déjà mises aux arrêts. Et ces 4 personnes relèvent de l'armée de l'air du Cameroun. Donc, dans le même temps, comme le Cameroun avait déjà annoncé que ce n'était pas ces gars, c'est difficile aujourd'hui pour le ministre de revenir sur ce qui avait été dit pour dire que c'est lui. Donc voilà quoi, je pense que ce n'est pas tout à fait l'armée, mais je vous dis que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et je crois quand même que même si ce n'est pas notre armée, quel que soit l'individu qui a commis le crime, c'est un crime abominable, c'est un crime impardonnable. Mais je peux vous assurer que ça n'engage pas l'armée camerounaise. Ce n'est pas parce qu'une brebis galeuse égarée peut avoir commis ce genre de crime avec la tenue de l'armée camerounaise que ça va engager l'armée camerounaise. L'armée camerounaise est comme toutes les armées. On a décrié l'armée française en mission en RCA qui violait les enfants. On a décrié l'armée américaine en Irak. Donc, dans toutes les armées du monde, il y a des individualités qui se comportent comme des stans, comme des monstres, enfin, mais ça n'engage pas tout un pays, ça n'engage pas toute l'armée. Donc, quelle que soit l'appartenance de ces individus monstrueux que nous avons vus en train d'abattre 2 femmes et leurs bébés, et 2 de leurs bébés, qu'ils soient des démembrements de l'armée camerounaise, nous devons condamner le crime, les criminels et le crime, mais nous ne devons pas condamner notre armée qui est au front contre Boko Haram au nord, au sud-ouest et au nord-ouest contre les séparatistes qui réclament la sécession du Cameroun.
Vous parliez tout à l'heure des arrestations. On a annoncé 3 arrestations militaires dans la partie septentrionale du Cameroun, d'ailleurs relayées par l'œil du Sahel de notre confrère Guibaï Gatama. C'est justement à la suite de ces arrestations que le MINDEF a fait une sortie pour éclaircir un tout petit peu la situation. Maintenant, le fait que le Cameroun n'était pas impliqué dans cette affaire et que les gestions internes de l'armée ne renvoyaient pas automatiquement. Mais maintenant, vous parliez tout à l'heure, Maître, je me retourne vers Maître Percy cette fois. Maître Momo parlait tout à l'heure de l'armée américaine qui a eu des cas pareils. On n'a jamais eu à suspendre ou à rendre publique une enquête menée contre les militaires américains. Il n'y a que l'Union européenne, une fois de plus, qui a eu à mener une enquête personnelle dessus. Mais je crois que nous sommes au Cameroun. Et lorsqu'il s'agit d'un crime aussi abominable avec des personnes qui portent des tenues et avec des armes, la juridiction compétente, ce qui doit enquêter, c'est le tribunal militaire. Je ne vois pas du tout, et je suis très surpris parce que vient de dire notre ami du CPP, de voir qu'il va y avoir une commission d'enquête avec des gens au quartier. On va convoquer le CPP, les partis politiques, pour commencer à enquêter dans le cadre qui concerne la justice militaire. Donc sur ce point-là, je crois que soit vous n'avez pas compris, soit vous êtes de mauvaise foi, soit c'est deux à la fois. Bon, donc, en ce qui me concerne, le ministre de la Défense a mené une enquête. C'est une enquête qui a été relativement simple. Et on est même arrivé jusqu'à aboutir à dire que l'appareil informatique qui a été utilisé, c'était Macintosh. Et il y a suffisamment d'experts actuellement pour voir d'où est parti ces images. D'où peut-être l'évocation de Patrick Ganan. Voilà, qui sont partis des États-Unis. Donc c'est une enquête qui a été faite. L'enquête, je ne sais pas, peut-être qu'au niveau informatique, vous avez quelques défaillances. Pour pouvoir le faire, nous avons déjà un certain nombre de spécialistes. Et si vous avez lu la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité, il y a déjà, au niveau de l'État camerounais actuellement, des officiers qui sont formés, qui sont très forts en informatique pour aller jusqu'à connaître l'origine, le point de départ de ces images qui ont été trafiquées. Cela dit en passant, c'est vrai, on attend, en tout état de cause, il fallait démentir très vite parce que, vous savez, actuellement, avec les réseaux sociaux, il suffit que quelqu'un fasse une déclaration et ça fait le tour du monde. Donc le ministre a donné un des pans en disant, attention, c'est ça, il a démenti, il a confirmé le démenti et on aura, je l'espère, les résultats qui vont arriver. Mais le ministre a plus d'éléments que nous et je ne comprends pas pourquoi, lorsque le ministre de la Défense donne un pan d'une enquête qui relève de sa sphère de compétence, parce que la justice militaire, c'est le ministre de la Défense à qui on adresse les rapports. S'il le fait, c'est parce qu'il a voulu tout simplement arrêter l'escalade de ce qui est en train de se propager à travers le monde. Mais comment comprendre donc cette insistance des États-Unis d'Amérique qui insiste sur le mot transparence dans cette enquête? Non, mais vous avez des personnes, et ça, il est là, les gens comme les Kawala, qui sont des officines qui travaillent financé par Madeleine Albright. Et on le sait, pour recevoir les subventions d'un certain nombre des événements. Vous avez vu, par exemple, lorsque Kawala s'est retrouvé un jour avec un sous-préfet à Mimboman. Le lendemain matin, les États-Unis étaient en train de discuter de ces images qui se sont passées à Mimboman, à Yaoundé, avec un sous-préfet dont tout le monde ignore le nom, mais que les Américains connaissaient, parce qu'elle avait discuté avec eux. Donc ça, c'est une donnée qui est essentielle et c'est tout à fait normal que le gouvernement veuille assainir les partis politiques. Et quand vous avez un certain nombre de partis politiques qui jouent en tout état de cause au niveau des ONG, parce que les ONG sont là pour essayer de déstabiliser les États. Beaucoup d'États l'ont compris. Moi, j'ai lu des livres avec des Américains. Tout le monde sait que les ONG sont c'est-à-dire les avant-postes de l'impérialisme pour déstabiliser les États et des personnes qui ont été là, au lieu de faire de la politique, font tout simplement les agents de renseignement. Alors prenez le titre d'agent de renseignement comme le frère de Bill Clinton, payez les impôts, comme il a été agent de renseignement de Kadhafi à l'époque, on a clarifié la situation. Donc si vous êtes agent de renseignement parce que vous ne voulez pas du tout, même lorsque le ministre de la Défense, qui est une autorité sérieuse, dit que
voici ce qui s'est passé. Vous vous dites que non, il faut appeler une enquête indépendante, il faut appeler le CPP, il faut appeler les gens au quartier pour pouvoir faire enquêter dans le cadre d'une affaire qui concerne la justice militaire. Je laisse ça à la sagacité des téléspectateurs qui comprendront que la mauvaise foi ne doit pas être de mise dans une affaire aussi sérieuse. Et bien entendu, on parle donc de cette réaction de l'Union européenne. À moins que, M. Ndifen, vous vous sentez interpellé. Bien sûr. Je voulais dire que Maître Pensy a une imagination très fertile et vraiment, il raconte une histoire digne d'un polar qui nous est vraiment étranger. Si ce gouvernement était aussi sérieux que ça se saurait. Donc les téléspectateurs, leur sagacité leur permettront de dire oui ou non si depuis 35 ans, on a des gens qui sont sérieux à la tête du Cameroun, d'une part. D'autre part, quand vous dites que vous avez des officiers, experts formés dans la cybercriminalité, etc., on se souvient très bien qu'ici, en janvier 2017, il y a eu une punition collective, la coupure totale d'Internet dans les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ce même gouvernement expliquait que c'est parce que Internet était instrumentalisé par des gens pour poster des images. Donc vous auriez pu identifier ces gens-là précisément et les interpeller et couper Internet à ces gens-là au lieu de faire une punition collective à plus de 3 ou 4 millions de nos concitoyens. Donc si vous aviez des gens aussi formés à la pointe de la technologie, on ne serait pas arrivé à... Monsieur Pensy, vous avez parlé, je vous ai écouté. Monsieur Pensy, vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous avez fait tous les débordements. Vous avez fait tous les débordements que vous avez voulu. Vous avez même porté des accusations gratuites. Je vous ai écouté. Laissez-moi répondre. Je dis donc que Internet, qui est un droit de l'homme de 4e génération, évidemment, a été coupé à plus de 4 millions, 5 millions de Camerounais parce que, disait-on, on n'arrivait pas à identifier les gens qui instrumentalisaient les réseaux pour poster des images donc pour vous, la thèse d'être remonté jusqu'à Patrick Ngana pour vous. Je vous dis que ce gouvernement n'est pas sérieux. Sa parole ne vaut rien. Combien de fois... Évidemment, ça vous engage. Ça m'engage, évidemment. Je vous dis, combien de fois est-ce que ce gouvernement a dit des choses qui sont révélées fausses par la suite? Donc, M. Pensy ne peut pas venir aujourd'hui m'opposer, je veux dire quoi, que la science infuse du gouvernement. Nous regardons les faits, nous disons que ce gouvernement a tiré une conclusion hâtive. Ils ont dit dès le départ qu'il n'en était rien, que ce n'était pas les militaires camerounais, avant même de faire une enquête. Est-ce que sur un plan méthodologique, ça tient? Vous ne pouvez pas tirer les conclusions d'une enquête avant de l'avoir faite. Et aujourd'hui, vous construisez dans un raisonnement pour aboutir à vos hypothèses de départ et vous voulez nous faire avaler ça et vous demandez aux Camerounais d'avaler ça. Ce gouvernement n'est pas sérieux, c'est évident, c'est connu de tous. Monsieur Wafo, la thèse de la déstabilisation du Cameroun par l'Occident, pour vous, elle est plausible? Écoutez, je ne veux pas m'hasarder sur ce terrain parce que, à mon humble avis, il faut voir où on a glissé, il ne faut pas seulement voir où on est tombé. Parce qu'en situation de guerre, voyez-vous, tout semble être permis, les plus autorisés comme les moins autorisés. Il y a quelques jours, toujours dans le sud-ouest, on a coupé la tête d'un commissaire, on s'est mis à se balader avec ça, sans que ces organisations internationales n'en fassent acte. Vous voyez, c'est un peu délicat. Mais en même temps, il ne faudrait pas que notre gouvernement tombe dans la précipitation dans la communication. Parce que c'est très difficile de dire quelque chose aujourd'hui et de dire le lendemain. On se rappelle, le responsable de la communication de l'armée, quelques jours après le kidnapping du sous-préfet de Batibo, avait déclaré à Mondovision qu'il avait été retrouvé. Et le même, il y a quelques jours, est venu nous dire qu'il serait mort. Donc, il faut qu'on évite d'aller vite en besogne. Et dans ce genre de contexte, voyez-vous, il y a beaucoup de manipulations. C'est des gens qui vont se mettre tapis dans l'homme quelque part. Avec Internet aujourd'hui, tout est possible. Et il est très facile de se mettre, de peindre des gens. Je fais un peu dans l'art audiovisuel. On peut aujourd'hui, avec ce panel, introduire des voix qui ne sont pas les nôtres. Donc il y a beaucoup de manipulations qui peuvent être observées. Mais là n'est pas mon souci principal. Mon souci principal, c'est lequel? Pourquoi aujourd'hui on a cette guerre? Qu'est-ce qui est fait pour arrêter ça? Parce qu'on a beau se mettre, se focaliser sur l'analyse cybernétique et autres des vidéos, mais tant qu'on ne résout pas le problème à la racine, on aura d'autres.
Qu'est-ce qui est fait on est exposé à voir d'autres vidéos qui vont apparaître. Bien sûr, parce que la situation de tension est permanente. J'ai suivi avec beaucoup d'amusement la politique gouvernementale qui consiste à aller reconstruire des maisons qu'on est en train de détruire. On en parlera sûrement, c'est vrai que c'est pas l'objet. Mettre la charrue avant les bœufs, parce que tous les coups sont permis, la manipulation et autres. Je ne vais pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais il faut toucher là où ça fait mal et il faut résoudre le problème à la base. Ben voilà, il faudrait donc garder un œil bien ouvert et surtout le bon œil, bien sûr. En quelques secondes. Je vous le permets, M. Thierry Diffé. Il ne faut pas que nous fassions un peu comme si nos militaires, c'était des anges, ou bien nos policiers, nos gendarmes. Nous vivons avec eux, sont nos frères, nous savons ce qui se passe. Ici, à Douala, il y a des violations de droits de l'homme tous les jours. Est-ce que vous pensez il y a des avocats sur le plateau, ils vont cela vous dire, il y a des... qu'on puisse les donner en pâture au lion? Personne ne l'a dit. Là, notre problème, c'est la démarche. C'est qu'il y a des gens qui disent que non, c'est impossible, ça ne peut pas être le Cameroun. Pourtant, nous savons très bien, ici à Douala, qu'il y a des violations de droits. Il y a des gens, des brigades ici où on garde des gens pendant 1 mois en garde à vue. Ici à Douala, et c'est connu, et c'est sûr de tous, et c'est dénoncé. Donc, c'est entre autres violations. Donc, il ne faut pas faire comme si on est dans l'angélisme. Nous ne disons pas, nous ne jetons pas de l'opprobre sur l'armée, mais nous disons que si ces exactions ont eu lieu, il faut absolument que la lumière soit faite et qu'évidemment les responsabilités soient tirées. Mais nous ne pouvons pas aller vite en besoin et faire comme si on est plus patriote que les autres. Nous n'avons aucune leçon de patriotisme à recevoir du RDPC parce que depuis 35 ans, on a pu voir leur patriotisme à l'épreuve des faits et on constate très bien que ce sont eux qui ont vendu le pays. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui que ce sont les militants du CPP qui sont en concubinage ou en collusion avec les forces étrangères. On est encore rassurés. On parle du ministre de la Défense qui est le ministre de tous les Camerounais et non du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je tenais juste, je ne refuse pas les attaques politiques puisque on va en droite ligne vers les élections, mais il faudrait également qu'on reste conséquent dans le sujet qui nous interpelle cet après-midi. À supposer que Maître Pensy, à supposer que ce soit véritablement Ganan, l'auteur, c'est un téléspectateur qui s'inquiète un tout petit peu, est-ce que le contenu de la vidéo peut permettre de pouvoir punir les auteurs? Oui, là sur la cybercriminalité permet de pouvoir engager des poursuites et surtout sur des poursuites de ce genre qui sont des poursuites assez sévères. Je pense que c'est une loi de décembre 2012 qui le fait et que j'invite les Camerounais à le lire. Parce que les personnes croient qu'ils sont cachés derrière leurs ordinateurs ou derrière leur portable et qu'on ne peut pas avoir accès à eux. Et je dis que ça existe. C'est-à-dire que vous le disiez ou non, c'est bien qu'au point de vue politique, on puisse affirmer que bon, on n'arrive pas à trouver les gens, etc. Moi, en tout cas de cause, vous me parlez de 4 millions de personnes, mais moi, je n'étais pas parmi les 4 millions dont le portable a été coupé. Moi, j'ai toujours eu des images. Donc, non, mais enfin, moi, j'en sais rien. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'étiez pas au nord-ouest. Non plus. Vous n'étiez pas. Vous étiez aux deux. Vous êtes partout à la fois. Tout le monde sait que vous êtes dans tous les 10 provinces à la fois. Et il n'y avait pas Internet. Oui. Et moi, il arrive de temps en temps dans certains secteurs à Douala. Dans certains secteurs à Douala, et l'Internet, ça concerne Orange, et ça concerne MTN, et ça concerne Netel, ça ne concerne pas le gouvernement camerounais. Donc, vous faites de la mauvaise foi. Vous faites de la mauvaise foi manifeste. Attention. Le gouvernement, excusez-moi, le gouvernement a eu, s'agissant du nord et du sud-ouest, on avait pris des décisions pour qu'il n'y ait pas d'Internet. Mais c'est de ça que nous parlons. Oui, mais ça, on parle de ça, c'était pour des mesures sécuritaires. Mais c'est de ça que nous parlons. Mais non, attention. Les personnes qui utilisaient c'est deux choses malveillantes. Allez-y les interpeller et ne faites pas de punition collective. C'est deux choses à la fois. Vous avez, lorsqu'on fait au niveau des enquêtes pour poursuivre des gens, les gens utilisent les réseaux sociaux. Les gens utilisent également les moyens financiers, c'est-à-dire pour envoyer de l'argent. Et vous savez que dans ce qui se passe au nord et au sud-ouest, il y a de l'argent qui vient de l'extérieur. Ça peut être par Western Union, ça peut être par tous ces moyens-là. Et que, excusez-moi, dans tous les pays, dans le monde entier, et les États-Unis l'ont fait, pour combattre ce qui s'est passé quand il y a eu
les tours aux États-Unis en 2011 qui a été bombardé, c'est sur la finance et les transferts financiers qu'on est arrivé à commencer le combat. Donc c'est un combat qui est multiforme et effectivement ça a un certain nombre de désagréments. Mais toujours est-il... Non, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a une situation donnée, on bloque cette situation-là et après on remet de l'ordre. J'étais de ceux qui voulaient que cette situation-là ne perdure pas au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Et je pense que le gouvernement a entendu nos doléances et ça a été rétabli. Bonjour à toutes et à tous. Le crime a été horrible et abominable. En attendant donc les conclusions définitives de cette enquête, restons sobres et lucides. Je vais utiliser ce SMS d'un téléspectateur pour passer au prochain sujet, ce qui illustre assez bien, je crois, la pensée de nombreux Camerounais qui ont hâte d'avoir le fin mot de cette affaire, mais qui également reste le regard tourné vers le gouvernement camerounais. On parle à présent de cette situation sur la sellette cet après-midi. Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie. 3 semaines déjà que les populations de l'Est du Cameroun, plus précisément à Bétoua, sont plongées dans les ténèbres, l'obscurité qui a mis le cerveau à rude épreuve puisqu'ils sont descendus dans la rue et ils ont manifesté leur ras-le-bol. C'était mercredi dernier. Le ministre a fait une sortie pour reconnaître déjà la légitimité de cette revendication au maître Jean de Dieu Momo. Seulement les explications pour justifier cette énième coupure intempestive qui dérange un tout petit peu les Camerounais inquiète un tout petit peu quand même. Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison que réunis à Yaoundé, les 20 partis d'opposition qui ont décidé de soutenir la candidature de M. Paul Biya sans entrer dans le RDPC, sans entrer dans la majorité présidentielle, en restant, en gardant notre liberté de parole, d'action de partis de l'opposition, nous avons décidé que nous allons demander au président de la République, quand il sera réélu, de veiller à ce que le contrat des néos soit revu. Parce qu'effectivement, vous allez voir que c'est depuis à peu près 2001 que nous avons ces délestages, ces coupures d'électricité de manière récurrente depuis aujourd'hui. Et l'Est aujourd'hui, franchement, nous avions un de nos camarades qui venait de l'Est et qui nous a dépeint la situation d'une manière qui est tolérable. Parce que moi j'étais à Bangui, j'ai vu que les gens vivaient dans le noir, mais j'arrive au Cameroun où on est censé avoir de l'électricité. Je trouve que c'est à proximité de Bangui, à proximité de la frontière, à Bertois, les gens n'ont pas d'électricité. Et ça, c'est une situation intolérable. Mais comment comprendre qu'on soit 3 semaines dans le noir et que rien ne soit fait immédiatement? Et pourtant, il dit suivre de près l'évolution de ce problème. Voyez-vous, il n'est que ministre. C'est pour ça que nous avons attaqué l'organisation. Le ministre, lui, il est le ministre tutelle. C'est Eneo même que nous avons demandé qu'on refuse son contrat. Enfin, qu'on rompe le contrat, tout à fait, pour donner à quelqu'un qui est capable de donner l'énergie électrique à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous soyons en saison de pluie et qu'on manque de l'énergie électrique au Cameroun. Si on était encore dans une période de saison sèche où les intempéries on peut dire qu'il y a la sécheresse qui a peut-être fait en sorte que nos turbines ne puissent pas produire assez d'électricité, on comprendrait. Mais là, ça participe d'une certaine incompétence notoire des gens qui ont la gestion de cette entreprise de fourniture d'électricité. Gaston Elundou Essomba est l'exemple, on le met à l'écart, il n'est pas fautif. En réalité, les individus ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les systèmes. Je voudrais dire pour la gouverne de Maître Momo que le contrat actuel des néo court jusqu'en 2021 et il a déjà été renouvelé pour 10 ans. Donc, si vous dites à votre champion de renouveler, je ne sais pas comment il va le faire, mais de renouveler jusqu'à il sera réélu en 2018, pourtant, il a déjà prolongé ce contrat pour 10 ans à partir de 2021. Donc, c'est une information qu'il faut avoir. Et mais vous savez bien je vais dire ceci. S'il l'a prolongé, il peut aussi interrompre. C'est pour ça que nous avons fait une requête. Maintenant, si cette requête aboutit. Je voulais juste préciser. Eneo, c'est la face visible de l'iceberg. Le problème est plus profond. Le Cameroun a le 2e ou le 3e potentiel hydroélectrique en Afrique.
en Afrique. Après l'Algérie et la RD Congo, si mes informations sont bonnes. Elles sont bonnes. Voilà. Et donc, elles sont bonnes. Non, pour le classement, elles sont bonnes. Après l'Algérie et la RD Congo. Et donc, le problème de fond ici, c'est la production et le transport. Eneo commercialise et, dans une certaine mesure, transporte. Mais en réalité, c'est des activités bien séparées. Donc la Sonatrel pourrait être la solution. Non, la solution, ce n'est pas un décret. Ce n'est pas qu'on crée une société par décret. On dit qu'il y a la Sonatrel et puis, puis ça fonctionne. C'est qu'on dit à la Sonatrel, elle pourrait être la solution, la structure. Il est d'abord question de penser ou de repenser une réelle politique publique de la production de l'énergie au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire des petits pansements, de créer des sociétés ici, de créer des sociétés là-bas. Non. Il s'agit d'abord de mettre en place la vision. Qu'est-ce qu'on veut? D'abord, pour tout le Cameroun, le modèle économique qu'on veut. Et spécifiquement sur le secteur de l'énergie. Mais concrètement, là, on a une population dans le noir, M. Thierry Ndifé. Bertoua n'est pas un cas isolé. Dans mon village, en Koupa, il n'y a pas d'énergie électrique depuis des mois. J'ai un oncle, il y a 2 semaines, qui est décédé de suite des va-et-vient de courant provoqués par justement Eneo, qui a envoyé un courant de 420 volts dans son ménage. Donc, Bertoua, quand les gens descendent pour 3 semaines sans électricité, ce n'est pas un cas isolé. Tous les Camerounais, même ici à Douala, il y a des quartiers où vous n'êtes pas assuré d'avoir l'énergie électrique en sortant d'ici. Si vous arrivez chez vous, vous branchez, vous ne pouvez pas avoir l'énergie électrique. Donc, c'est un problème qui est davantage, qui est plus structurel. Juste un bémol, vous permettez, Monsieur Thierry, juste pour apporter un petit détail, si votre oncle a reçu 420 volts à l'intérieur de sa maison, ça veut dire que ces installations sont erronées et ne sont pas honnêtes. Pardonnez-moi, c'est juste pour le bien des téléspectateurs qui nous écoutent. Vous ne pouvez pas aller vite en besoin parce que, évidemment, c'est une procédure qui est en cours, donc on va pas en débattre. Je voulais illustrer, et ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule personne. Vous m'accordez une minute pour dire un mot dessus, Monsieur Ndifé. C'était une illustration en passant pour dire que le problème est plus sérieux et que, oui, les citoyens camerounais, nos compatriotes de Bertoua, ont crié leur ras-le-bol. Je pense qu'il faut que d'autres Camerounais crient également leur ras-le-bol, qu'on comprenne que ce système n'arrive pas à satisfaire, à livrer les services de base. Dommage que M. Momo pense que M. Biya peut encore faire l'affaire, mais nous pensons que quand même en 36 ans, si vous n'avez pas pu donner de l'eau, donner de l'électricité, donner des routes, donner l'école, donner la santé, les éléments de base aux citoyens camerounais, vous ne pouvez plus faire l'affaire. 36 ans après, vous avez échoué et vous devez dégager le plancher. Et les Camerounais doivent se mobiliser pour dégager ce gouvernement. Merci beaucoup pour parler. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. C'est un peu mathématique, je vous expliquerai. Je vous donne l'occasion d'expliquer, juste après que j'ai apporté une précision, elle est importante. Oui. Les Camerounais ont le don de faire des installations anarchiques qui vont de partout dans les domiciles. Pour avoir été victime de cela, où j'ai failli y laisser ma vie, je tenais à préciser que c'est très dangereux parce qu'à l'intérieur des domiciles, l'enquête avait également été menée, on ne reçoit qu'au trop 220 volts. Ouais. Et ça ne peut pas tuer. C'est pourquoi même un enfant peut introduire un clou dans un trou, ça va le secouer un peu, mais il ne peut pas en mourir. Quand on a un certain voltage qui tue, ça veut dire que votre installation est anormale et vous êtes dans le faux au Cameroun. C'est hyper important. Ouais, je reviens avec vous, Maître. Il y a ceux qui ont l'habitude justement d'avoir les sons-loulous au quartier. C'est trop facile. Ça peut être dangereux pour vous. Permettez. Trop facile. Allez-y, Maître Momo. C'est très Permettez. Tout à l'heure, vous m'avez refusé votre parole. Thierry, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Permettez donc cette fois que Maître Momo ait la parole. Je peux vous répondre? Permettez. Vous permettez. Non, Thierry, allez-y, Maître Momo. Ce que vous dites que moi je dis champion. Ouais. Et vraiment, je suis le président d'un parti d'opposition. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je suis un entrepreneur politique honnête. Je vais en politique pour gagner. Mais quand je vois que je ne peux pas gagner, je dois dire à mon public, à mes militants, à mon peuple, que c'est peine perdue. Vous avez vu, vous m'avez vu, vous, Thierry Ndifé. J'ai battu campagne pour les inscriptions sur les listes électorales, en même temps que vous, pour votre parti. Et d'autres candidats qui ont battu campagne pour les listes électorales. Quand moi, je suis conseiller municipal, mais quand je regarde les listes électorales à la clôture, je vois que nous n'avons pas enregistré un nombre suffisant d'inscrits.
Ça veut dire que nous avons 26 millions à peu près de Camerounais, mais quand tu vas trouver que 6 300 000 à peu près seulement sont inscrits. Moi, je suis un analyste politique, froid. Je ne prétends pas avoir les mathématiques pour base d'études, mais au moins j'ai fait un peu de sciences politiques. Je dis donc que quand vous prenez 6 300 000 personnes d'enregistrées, je compare à l'élection précédente où moi j'étais candidat, où nous avions 7 millions d'enregistrés en 2011. Après le toilettage et les nouvelles inscrits, nous sommes à 6 300 000. Je dis, on était à 7 millions, on est passé à 6 300 000. On était à 7 millions, M. Paul Biya avait 3 772 000. Il avait gagné avec 3 772 000. Et le deuxième, M. Froundi, qui était candidat avec nous, avait gagné avec 552 000. Nous, les petits partis, moi, y compris votre champion, votre candidat, le candidat du CPP, nous partagions 2 500 000. Vous allez, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Parce que j'ai rassurez qu'il chute, bien sûr, on va avancer. Permettez qu'il aille jusqu'au bout de sa réflexion. Je vous permets, allez-y, maître Momo, allez-y, je vous l'ai accordé, voilà. Et on vous écoute. Donc, pardonnez-moi si... Donc voilà, nous avions 2 500 000 à nous partager. Je ne suis pas de ceux qui sont émotifs. Je suis froid dans mes calculs politiques. Je suis un entrepreneur politique. Je ne suis pas je ne flatte pas les gens. Alors, quand vous avez cette situation en 2011 et que vous voyez que de 2011 à 2018, le climat politique n'a manifestement, il n'y a pas quelque chose qui a véritablement changé. Vous avez le même candidat au pouvoir avec les mêmes critiques que Jifen fait, que nous avons fait jusqu'ici. C'est les mêmes critiques, l'énergie, etc., la santé, tout ça. C'est les mêmes critiques que nous avons bassinées tout le temps. Vous reportez à l'élection de 2018. Pour résumer, puisque vous aurez l'occasion de reparler tout à l'heure. Oui. Vous voyez quoi? Que dans la cagnotte de M. Paul Biya, les gens qui l'ont voté en 2011 et qui sont les militants de son parti à lui, qui sont les plus nombreux à être inscrits, ils sont au-delà de 3 millions. Si vous soustrayez 3 millions de 6 300 000 que nous sommes, il restera 3 300 000. Vous partez en rang dispersé. Si vous avez un candidat unique contre M. Biya, il y a une chance que ce candidat gagne les 3 300 000 et même grappille les voix de M. Paul Biya. Mais vous partez à 10. Moi, je vais prendre 10 parce qu'ils sont à 29, mais on va réduire. Vous savez que nous ne sommes que 22 partis. Ils sont 27. Oui, ils sont 27, mais on va réduire à au moins 20 parce que nous ne sommes que 22 partis qui disposons du pouvoir qui sont éligibles. Il n'y a que les partis qui sont éligibles d'investir les candidats. Ouais. Donc, on va réduire. Il y en a d'autres qui ont mis les candidatures juste pour rire, pour rigoler, pour dire qu'ils sont candidats. On va rejeter tout cela. Donc, vous voyez donc au final, vous avez M. Paul Biya qui a déjà une garantie ferme de 3 millions et les autres qui vont se partager 3 300 000. Qui va gagner? Naturellement, lui, sans avoir besoin de tricher. Et je vous ai même donné les résultats. Okay. Et j'ai dit, c'est un défi, monsieur. Je le mets au défi ici. Ouais. Il gagnera à au moins 70%. Et j'ai dit que si quelconque des candidats qui seront en face de lui, si l'un a plus de 10%, moi je dis que je donne 100 $ aux 5 premières personnes qui vont m'appeler. 100 $. Maintenant, si je perds, oui. Celui qui veut me donne une bière. Vous réunissez tous pour donner une bière de 600 francs. Merci Maître Momo. Ce n'était qu'une parenthèse, hein, puisqu'ils auront l'occasion de réagir sur votre prise de parole qui est peut-être un peu en déphasage avec le sujet sur lequel nous sommes, mais qui reste d'actualité dans cette émission, puisqu'on parle d'élections présidentielles dans le cadre du grand débat cet après-midi. Et pour sortir avec cette question du ministre Maître Pensy, pour parler de cette sortie du ministre Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie, sur ces coupures. Comment comprendre qu'aujourd'hui, on soit encore à alimenter les centrales thermales avec du gazoil au Cameroun, Maître Momo?
Non, c'était pour l'interpeller, je vous donnais la parole. J'allais dire centrale thermique, vous voulez dire. Bien sûr. Bon, parce que thermal, ça me rappelle... centrale thermique. Quand je vais me baigner. Bon, sur ce point-là, je crois que, Berthois, depuis quelques jours d'ailleurs, après la grève qu'ils ont fait, ils se sont retrouvés déjà, ils ont retrouvé l'électricité. Parce que nous avons un énorme déficit qui a été fait. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, la SONEL n'avait pas très bien fait son travail. Et c'est pour cela que les institutions financières internationales ont demandé que l'on privatise. Et on a mal privatisé, on a mal fait la concession. Et la concession est pire que le mal. On est passé du monopole d'État à un monopole privé, ce qui est encore pire. On aurait pu faire en sorte qu'il y ait plusieurs sociétés qui puissent se concurrencer. Nous avons également un énorme problème qui est celui du problème du transport de l'électricité. Et vous avez souligné à juste titre tout à l'heure qu'il existe une société qui a été créée, mais malheureusement, on a mis à sa tête un ancien préfet qui dirige par arrêté. Alors, sur ce point-là, il faut savoir que la société Bouygues, le transport d'électricité, il faut à peu près en investissement près de 5 000 milliards qu'on n'a pas. Donc pour l'instant, on est en mode de solution provisoire. En mode d'une solution très compliquée. Je crois que la société Bouygues avait eu le transport d'électricité entre, je pense, Kribi et Douala, et que le marché a été probablement résilié. Il existe un énorme problème. Donc ce qui se passe au niveau du Cameroun, on se voit depuis un certain temps, le problème d'électricité, et je crois que, j'allais toujours dire notre ami, le CPP, ou je ne sais pas si le CPP, CPP est illégal, parce qu'il y a un qui est légal. Bon. Non, mais parce que la décision a été prise par le ministre de la Terre. Il n'y a aucune décision. Non. On en parlera dans quelques minutes. On en parlera tout à l'heure et on va épiloguer dessus. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avions un énorme problème, un déficit, parce que, et tout le monde l'a souligné tout ici, par rapport à tout ce que nous pouvons produire au niveau de l'énergie hydraulique, nous avons un gros problème. Donc le problème du Cameroun, c'est ça, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à maîtriser, et on se rend compte que, en fin de compte, nous avions plus d'électricité à l'époque de SONEL que pendant la période actuelle. Ouais. Donc c'est le paradoxe. Ouais. Lorsque les institutions financières internationales nous imposent, et on le sait, que ces personnes qui sont chez Eneo, ce sont des financiers. Ce ne sont pas des personnes, non, ils sont des sociétés financières qui marchent avec des ratios. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont comme Hydro-Québec ou bien EDF ou d'autres, qui sont des spécialistes en la matière. Et ils ont d'ailleurs recherché maintenant des Camerounais. En fin de compte, ce sont des Camerounais qui sont là et on aurait pu faire la même chose qu'on a fait avec Camwater et avec l'autre société marocaine, ouais. de reprendre, et je crois que sur ce point-là, Maître Momo a raison, et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, je me souviens de vous avez dit qu'il faut une nouvelle politique de production. Il ne peut pas y avoir, vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir une nouvelle politique de production si on n'inverse pas, en fin de compte, ceux qui sont là pour produire. Parce que si vous avez signé un certain nombre de documents, on va regarder dans le cahier des charges si vous le respectez. Si le cahier des charges n'est pas respecté, à ce moment-là, on peut également dire qu'on va interrompre et trouver d'autres voies et moyens pour arriver à une solution. Voilà, nous avons une solution, un problème au Cameroun, c'est que nous sommes là pour gober tout ce que les institutions financières disent. Et les institutions financières ne nous ont jamais fait du bien. Quand ils vous disent qu'il faut privatiser, il faut faire ceci, etc., sachez qu'on va vous tuer. Il faudrait à ce moment-là qu'on utilise les compétences de tous les Camerounais, on utilise les compétences de tous les Camerounais, qu'on dise que vous avez, et sur ce point-là, je vais interpeller, je dis, au plus haut niveau de l'État, nous avions des ingénieurs qui sont américains, qui sont français, qui sont d'autres pays, qui sont allemands, et s'il y avait la double nationalité, voilà que nous aurons un gisement de personnes qui peuvent travailler pour les Camerounais. Donc nous avons des forces, il faut les additionner. Le président de la République a déclaré à la diaspora qu'il y aura la double nationalité. C'est l'occasion maintenant pour ces élections de faire en sorte qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on puisse apporter des modifications qui s'imposent à ces dispositions légales. Je pense, Maître Momo, qui date de 1968. Sauf que ça fait 36 ans qu'il le dit. Oui, non, mais on est maintenant en politique. Hein. Nous avons au Cameroun... Il faut qu'il le fasse.
un potentiel terrible en débit d'eau, ce qui peut produire un très grand système d'électricité et d'eau. Laisser les Camerounais gérer leurs ressources, si c'est les compétences, il y en a au point de déborder la coupe. C'est Adolphe depuis Boya, peut-être qu'il rejoint Maître Pensy pour dire que la mainmise sur le pays est également un problème. Mais en attendant, Monsieur Ouafo, on fait quoi? On continue à dormir sans lumière? C'est terrible, parce que quand j'entends Maître les deux avocats sur ce plateau, je tombe un peu des nuits. C'est-à-dire ils disent quelque chose et leur contraire. En même temps, on reconnaît que le régime est défaillant parce qu'il faut, si on a mal fait les concessions, si on a mal privatisé, parce que rappelez-vous, on était avant avec la SNEC, la Société nationale des eaux du Cameroun. Ouais. On est allé, on a... Après, on avait la Sonel, puisqu'on parle d'électricité. Et Kamata. Ouais. Aujourd'hui, on en revient à la Kamata. Donc, à la défense SNEC, ça veut dire que ça a raté, ça a échoué. Il faut pouvoir tirer les conséquences. On ne peut pas, dans un pays qui a un potentiel énergétique comme le Cameroun, avoir autant de délestage, autant de problèmes en adduction en eau potable. Ça, c'est terrible et il ne faut pas tolérer ça. Je ne vais pas hésiter de rebondir sur... la réaction de Maître Momo tout à l'heure, vous n'allez pas me couper. Permettez, avant que vous n'y alliez, c'est inscrit à l'ordre du jour du débat. Oui. Et j'ai promis que vous allez tous rebondir, mais quand on arrivera... Ça va toujours dans le sillage du thème qui est posé à l'électricité. On ne peut pas juger, on ne peut pas prétendre avoir une clairvoyance politique ou encore une maturité politique quand on se refait, quand on a pour seul élément de jugement les chiffres. Il faut avoir des convictions. Il faut avoir la conviction politique de dire que ça a échoué et on reste dans cette conviction. Aujourd'hui, on dit, je ne suis pas de la majorité présidentielle, mais je demeure du parti. Ceux qui nous regardent ne sont pas dupes. Et nous faisons une émission comme celle-ci pour éduquer aussi nos populations. Il faut rester lucide. Je suis outragé par les propos de Maître Momo qui estime qu'il est parti de l'opposition, mais comme il est réaliste, il donne nous sommes censés rester dans le sujet de l'électricité. Oui. Restons réalistes et on a la raison gardée de reconnaître qu'on a fait quelques erreurs de jugement qui ne peuvent pas être justifiés aujourd'hui de la plus simple des manières, parce que les gens nous écoutent au quartier. Donc vous avez dit qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Bien sûr, rassurez-vous, c'est le grand débat de cet après-midi. On parlera de la présidentielle automatiquement. Toute cette actualité sera inscrite au cœur même de ce débat, souffrant d'avoir la patience d'y arriver. Le temps de lire quelques réactions des téléspectateurs sur ce sujet. Le délestage a commencé en 2004 et 14 ans plus tard, le problème n'a pas toujours trouvé de solution, donc jamais ce gouvernement, s'il ne pourra trouver la solution. C'est Hervé qui nous écrit depuis Douala. Beaucoup de réactions. Hein. C'est vrai également, Maître Momo, vous l'avez prédit, il y en a qui ont même avancé avant l'heure du sujet. Beaucoup de questions qui vous attendent. Là, bien. On espère avoir beaucoup de réponses avec la preuve, avec son revirement spectaculaire. C'est peut-être comme ça qu'on va également revirer pour l'électricité. Donc vous êtes lié à beaucoup de réactions cet après-midi. On va prendre une transition et on va passer au prochain sujet. La revue Actu, on parle de cette sortie du MINAT cette semaine. Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, vient donc de signer, de désigner des responsables à la tête des formations politiques en proie à des conflits de leadership depuis quelque temps. Il s'agit du Cameroun People's Party, le CPP, représenté sur ce plateau, l'Union des populations du Cameroun, mais également le Manidem. Nous avons, pour ouvrir le débat, tendu le micro à un des protagonistes, M. Dieudonné Yebga, qui était un tout petit peu, qui est, puisqu'il le demeure, le challenger d'Anissé Kané au niveau du Manidem pour cette sortie du MINAT. On regarde sa réaction et puis on revient pour les échanges. J'ai été surpris d'entendre que le ministre de l'administration territoriale a sorti une lettre circulaire destinée au gouverneur pour choisir les dirigeants des partis politiques. Et ça sort de l'ordinaire, parce que les partis politiques sont créés à partir d'une loi de 90 et ces partis politiques ont des statuts, ont des textes qui régissent leur fonctionnement.
Et il est surprenant que le ministre vienne bypasser ces textes organiques et prendre des décisions pour choisir les gens qui les accompagnent dans leur travail. Ça c'est indigne d'une jeune démocratie comme la nôtre. Donc j'ai suivi cela, mais ça ne m'a pas surpris. Pourquoi? Parce que nous avons souvent dit qu'au sein de l'opposition, il y a des gens qui jouent un jeu trouble. Et on l'a souvent dénoncé, et quelquefois on nous demande des preuves. C'est vrai qu'on en a, mais on ne veut pas souvent les sortir. Mais là, je vais vous donner une. Le 26 avril 2018, le préfet du Vouri a reçu Ekane Anissé et moi-même pour essayer de jouer à la médiation par rapport à la crise qui secoue le Manidem. Et pendant cette séance de travail, M. Ekane a déclaré qu'il va voir le ministre à Tangandi pour qu'il sorte une note pour nous interdire de fonctionner dans toute la République du Cameroun. Et quand cette note sort, donc, vous comprenez bien qu'il n'a fait que exécuter les vœux d'un de ses conseillers de l'opposition. Or, voilà donc une autre preuve qui démontre qu'il y a des gens qui dérangent des vrais opposants en faisant croire qu'ils ont des opposants alors qu'ils jouent un mauvais rôle. C'est un document qui n'a aucun fondement juridique. Bon, mais comme nous sommes dans un pays de droit, nous allons l'attaquer en justice. Le président de la République, qui voulait proroger le mandat des députés, mais s'est appuyé sur la loi. Il a consulté les deux chambres et pouvait dire que bon, je proroge le mandat des députés. Mais non, la loi est là pour encadrer les textes. Voilà que le président, le numéro 1 de ce pays, respecte les textes. Et un ministre ne veut pas respecter les textes. Mais si c'est comme ça que notre pays fonctionne, je suis vraiment dans le regret. Voilà donc Dieudonné Yebga qui jusqu'à quelques semaines encore était le président du Manidem. Une autre qui se voit évincée, c'est justement Edith Kabanwala, entre guillemets, de la tête du CPP au profit de Fon Tita, qui désormais, on va d'ailleurs l'écouter tout à l'heure lorsqu'on parlera de la présidentielle, puisqu'il est dans l'équipe des 20 partis politiques qui vont soutenir le chef de l'État. Vous également, vous avez réagi, Thierry Ndifen, à travers cette sortie de Kawala avec un communiqué où elle également décriait cette sortie du MINAT. Bon, loin de là, nous ne décrions pas, nous rappelions juste à l'opinion publique nationale et internationale quelle était notre position face à cette actualité grotesque et même ubuesque, parce que personne aujourd'hui, tous les téléspectateurs qui nous regardent, ne peut dire que ce monsieur dont vous parlez est le président du CPP. Personne ne le connaît. C'était un ancien militant du CPP qui, parce qu'il était en porte-à-faux avec la ligne du parti, a été convoqué au conseil de discipline normalement en mars 2018 et a été exclu du parti. Et donc, si aujourd'hui, M. Atangandi, qui avait déjà préparé justement son coup pour les 20 partis politiques qui devaient rallier la candidature de Paul Biya, vient nous dire que désormais, parce qu'il a écrit une lettre, une correspondance à ses collaborateurs, aux gouverneurs qui sont ses collaborateurs, que désormais c'est ce monsieur-là qui parlera au nom du CPP, vous comprenez que c'est un peu tiré par les cheveux. Et hier encore, il y a une interdiction du sous-préfet qui nous a été adressée pour une activité que nous voulions organiser et notre siège a été bouclé par la police et la gendarmerie hier en tant que CPP. Et il nous l'a adressé en tant que responsable du CPP. Et donc, c'est un peu incohérent. Si son patron, 2 ou 3 jours plus tôt, a dit que nous n'étions plus les militants du CPP et que nous n'avons plus le leadership. Donc, on rectifie très bien, ce n'est pas une affaire de militants, c'est une affaire de président. Je parle du leadership. Voilà. Le leadership. Donc, ils nous l'ont adressé comme le leadership du CPP hier. Donc, c'est un peu une incohérence dans l'activité gouvernementale. Mais je veux dire que en réalité, cette sortie n'engage que son auteur. Et que nous n'allons pas nous laisser divertir par ce type d'actes. Parce que nous ne voyons pas ce qui donne le droit
à ce monsieur de s'immiscer dans la vie des partis politiques au point d'en désigner les responsables. Les partis politiques ont les textes qui les régulent et s'il y a un contentieux, vous les portez devant les juridictions. Vous n'allez pas aller voir votre ami qui est ministre pour qu'il signe une note pour dire que désormais, c'est vous qui êtes le président de tel parti politique. Ça ne fonctionne pas comme ça et nous n'allons pas céder à ce type de provocation. Nous continuons de travailler, nous continuons à mobiliser les Camerounais pour qu'il y ait une transition politique au Cameroun parce que nous devons dégager ce régime. Voilà le challenge, mais voilà notre travail. Mais en même temps, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Mais nous vous avions dit depuis 2014 que l'élection telle qu'elle est organisée dans le contexte actuel, et je ne comprends pas pourquoi Maître Momo ne prend pas en compte cette dimension. Quand vous donnez les chiffres comme ça de but en blanc, on dirait qu'on est dans un contexte électoral équitable, démocratique. Mais non, il n'y a pas, c'est une farce, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Et c'est pour ça, justement, que nous disons aux Camerounais que l'élection n'est pas la seule forme de participation politique. Et que Ben Ali et Moubarak avaient gagné les élections à 99%, ça n'a pas empêché que quelques mois plus tard, les citoyens descendent dans la rue pour les balayer. Blaise Compaoré était élu, ça n'a pas empêché. La révolution est démocratique et les manifestations publiques sont prévues par la Constitution du Cameroun. Merci, monsieur Ndifen. Maître Momo, vous êtes interpellé. D'abord, je voudrais dire que ce n'était pas... il parle d'un coup que monsieur le ministre de l'administration territoriale aurait monté avec les 20 partis. Thierry, c'est à toi que tu m'adresses parce que tu as dit que nous avions fait un coup pour avoir les 20 Non, que le ministre a fait un coup. Non, c'était pas vous. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi, c'est moi qui suis allé vers eux. C'est moi qui suis allé vers eux. Voilà. Pour dire, je vais soutenir. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de coup. C'est moi. Maintenant, y étant, j'ai vu que, comme je recevais les autres membres des partis de l'opposition, puisque j'allais vers eux... permettez, pour l'instant, on parle de la note... je suis là. D'accord. Je voulais juste m'assurer qu'on était tous ensemble. Oui. J'ai rencontré M. Tita, dont il parle. Fontita. Oui. Professeur Fontita. Bon. Ou révérend professeur. Professeur Fontita. Donc, j'y étais et donc j'ai rencontré, puisque nous avons fait l'assise pour faire le communiqué que nous avons lu. Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi et quel est le problème avec Kawala? Il m'a dit que c'est lui le président fondateur du parti. Et que c'est son nom qui est dans les registres du MINAT. Et quand Kawala est venu, elle n'avait pas de parti, elle voulait aller à la présidentielle, elle sortait du LDF. Ils se sont approchés, c'est lui-même qui serait allé voir Mme Kawala pour lui proposer qu'il voulait une femme dynamique, qu'elle est une femme dynamique, il faudrait qu'il prenne son parti pour aller à la présidentielle. Donc, c'est comme ça le parti a investi Mme Kawala et que c'est désormais comme ça qu'on connaissait Kawala comme la présidente du CPP. Et donc, j'ai donc demandé, mais est-ce que Kawala n'a pas... Parce que moi, j'avais cru entendre, puisque je l'ai fréquenté à l'époque, dans le cadre de Cameroun au Bosso. Oui. Je lui ai dit, mais est-ce que Kawala n'a pas acheté ce parti chez vous? Parce que j'avais cru entendre qu'elle avait acheté à 500 000. Elle a dit que non, elle n'a pas acheté, on n'a pas acheté. Donc, c'était juste une investiture. Alors, de ce point de vue, elle me dit que maintenant, Kawala a pris le parti, elle faisait les choses sans l'informer, sans l'associer. Tant et si bien qu'ils ont monté le coup maintenant pour prendre une décision qu'on l'exclut du parti. C'est à ce moment donc il a fait valoir que c'est lui le véritable président. Bon, alors apparemment Kawala aurait, avec les Thierry, ils auraient fait une assemblée générale qui a désigné Kawala comme présidente. Mais il se trouve, je ne sais pas s'ils ont envoyé le procès verbal au ministère pour l'enregistrement, mais dans tous les cas, il se trouve que dans les registres du MINAT, le nom du propriétaire du parti, le nom du fondateur du parti, le nom qui est inscrit. Un peu comme avec le Manidem, avec le nom d'Anissé Kané qui a du mal à bouger. Exactement. Donc, je finis pour dire que de ma propre compréhension, vous savez que comme le parti c'est une organisation, il semble qu'en 2014 ils ont fait effectivement, ou 2014 ils ont fait effectivement un congrès, quelque chose comme ça,
Mais j'ignore, je pense que, semble-t-il, le ministre sortant n'avait pas encore délivré. Non, pas. Non. Je ne sais pas. Mais je dis que je ne sais pas. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'on vous a donné un papier pour le faire? Je ne voulais pas encore donner la parole. Non, je le dis pourquoi. Oui. Parce que nous, on a fait un congrès, on voulait changer notre nom. Les Patriotes démocrates. Vous l'avez dit d'ailleurs sur ce plateau. Et les Patriotes. Bon, quand on a écrit, le dossier a tardé ici 6 mois. Et quand j'arrive à Yaoundé, je dépose une deuxième copie. Ma deuxième copie arrive chez le ministre qui me renvoie en me disant que tant que le dossier ne vient pas par le gouverneur, il ne peut pas tenir compte. Donc, notre parti n'a pas changé de nom, malgré que nous avions fait une assemblée générale pour dire qu'on changeait de nom. C'est pour ça qu'on a retrouvé notre ancien nom, les Patriotes démocrates de PADEC, quoi. Voilà. Donc, il se peut que vous ayez le même problème. Mais est-ce que, Maître Pensy, on ne peut pas questionner la pertinence de cette sortie quand même du MINAT? Oui, mais je crois que, contrairement à ce que j'entends à gauche, et le MINAT, ça rentre dans ses prérogatives. Il existe un désordre dans des partis politiques. Ce n'est pas simplement chez vous. Vous savez, excusez-moi. Permettez qu'il aille la première chose que vous faites, la déclaration du parti politique, où? Dans quel service? Mais c'est une déclaration. Attention. C'est une déclaration. Non, excusez-moi. Quand vous faites la déclaration... C'est une autorisation. Non. Je voulais lui expliquer... C'est une déclaration. Non. C'est pas comme les partis. C'est les associations qu'on fait la déclaration. C'est les associations. C'est une déclaration. C'est les associations. Mais excusez-moi. Au niveau des partis politiques, c'est au MINAT. Et je dois vous dire... Non, vous ne voulez pas me laisser parler, monsieur Gelom, soyez poli. Non, mais non, il ne s'agit pas de ça. Non, monsieur, laissez parler les gens. Il ne s'agit pas de ça. Vous n'êtes pas candidat. Vous m'avez interrompu tout à l'heure. Vous m'avez interrompu tout à l'heure. Je n'en ai pas fait cas. Alors, donc vous pouvez parler. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas m'influencer, monsieur. Non, vous avez tout le loisir de démontrer ce que vous voulez. Ça ne me... Je réponds à une question. Mais répondez. Qui concerne le répondez à la question. Et pourquoi vous vous emportez? Répondez à la question. Vous voulez m'interrompre. Le ministre de l'AT est dans ses prérogatives de choisir lorsqu'il y a le désordre. C'est faux. Permettez, monsieur Ndifen, je vais vous la donner la parole. Permettez-le. Il m'a interrompu. Permettez, s'il vous plaît. Il m'a interrompu. Non, vous ne pouvez pas me donner s'il vous plaît, Maître Moumou, s'il vous plaît. Monsieur Ndifen, je suis d'accord que vous puissiez contester. S'il vous plaît, monsieur Ndifen, nous échangeons. S'il vous plaît. J'essaie. Vous ne me dites pas ce que je dois faire. Mais là, il y a un problème. Oui, mais il y a un problème. Il ne peut pas nous reprendre seul. Monsieur Ndifen, nous ne sommes pas à l'école avec une maîtresse. Je n'ai pas de fouet. Je vous demande simplement de souffrir, d'attendre que monsieur Maître Pensy finisse et vous avez le droit de contester tout ce qu'il va dire. C'est l'échange, d'accord? Maître Pensy, vous avez la parole. Je vous demandais s'il ne fallait pas questionner la pertinence de cette sortie du MINAT. Je dis que le ministre a bien fait. C'est dans ses prérogatives. Les déclarations se font des partis politiques au niveau du MINAT. Lorsque vous avez une pluralité de personnes qui revendiquent la tête, à ce moment-là, le ministre prend une décision. Et je crois que ça rentre dans ses compétences et dans ses prérogatives. C'est ce qui s'est passé. Le désordre, ce n'est pas simplement dans le CPP. Le désordre, c'est dans l'UPC. Je ne sais pas combien d'UPC il y a. Le Manidem même, c'est une excroissance de l'UPC dans l'extrême gauche. Et vous trouvez même au niveau du Manidem, tout le monde sait que c'est Ekane Anissé. Et Ekane Anissé, il a des problèmes avec Yebga. Et le Manidem avait même son siège, j'allais dire, dans la maison de la famille de Kanye Monsieur, ici à Bonadibon. Et quand le problème s'est posé, il y avait plusieurs personnes qui se battaient avec le même parti. Imaginez que chacun veut faire une manifestation au nom de tel parti, va saisir le sous-préfet, etc. Il va y avoir un désordre qui est de nature à entraîner des troubles à l'ordre public. Donc, il fallait assainir cette situation. La décision étant, laissez-moi terminer, la décision qu'a pris le ministre, si le ministre a pris une décision, c'est une décision administrative. Vous avez le droit de faire un recours gracieux, puis après un recours contentieux devant le juge administratif. Un point, un trait. Mais nous sommes la veille des élections. Disons,
l'escroissance, ou bien l'autre partie du PADEC qui n'est pas reconnue comme étant le tel, puisque c'est Fontita qui est reconnu. Du CPP. Excuse-moi, du CPP. Fontita est reconnu comme étant le président du CPP par le ministre de l'administration territoriale. S'il appartient au ministre de l'administration territoriale de reconnaître quels sont les partis politiques qui existent au Cameroun. C'est un point crème. Absolument. C'est simple. Il peut même interdire. Il peut même interdire par une décision. Maintenant, quand vous dites que ce n'est, quand vous expliquez, excusez, quand vous expliquez que ce n'est, quand vous dites que ce n'est rien, il ne vous reconnaît pas, il ne reconnaît pas Kawala comme étant la présidente. S'il vous plaît, Maître Momo, permettez maintenant à Thierry. Thierry, tu peux y aller. De la reconnaissance de l'intention des partis politiques, il faut dire une fois pour toutes, ce n'est pas au ministre de venir choisir le leadership des partis politiques. Ce sont les militants de ces partis qui choisissent leur leadership. Absolument. Et lorsque nous faisons un congrès, nous disons, nous voulons changer le nom du parti ou bien le leadership du parti, il n'appartient pas au ministre de dire s'il est d'accord ou pas. Nous l'informons à son attention qu'il en prenne acte. Il ne s'agit pas pour le ministre de venir dire que non, je ne suis pas d'accord que vous soyez les patriotes aujourd'hui, vous devez rester le PADEC. Et s'il y a conflit, comme c'est le cas en ce moment? S'il y a conflit, vous déférez aux tribunaux. C'est simple. Mais vous n'allez, la personne qui a intérêt va devant un tribunal, mais vous n'allez pas voir un ministre pour qu'il signe une correspondance à ses collaborateurs pour dire que désormais c'est elle qui est président. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas de prérogative. Ce n'est pas à nous. Nous ne contestons rien. Notre présidente élue, c'est Mme Kawala, dans un congrès. Nous ne contestons rien. Notre président élu, c'est Mme Kawala. Et ce que ce monsieur a fait n'engage que lui. Et nous allons évidemment tirer les conséquences de droit que vous verrez dans les jours prochains. Mais nous vous disons que ça ne nous ébranle pas et nous restons droit dans nos bottes. Nous travaillons et ça ne va pas nous distraire. Il a fait pour amener ensuite Titaphone, rallier la candidature de Paul Biya. Ça n'engage que eux. Nous, ça ne nous engage pas. C'est le MINAT finalement qui amène tous les partis qu'il faut là où il faut. Mais c'est ce qui s'est passé. Si je vous suis. C'est lui qui a construit le plateau de vin pour soutenir Paul Biya. Hier, vous avez vu la conférence. Non, je pose la question. Mais ce sont les faits. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que vous dites. D'accord. C'était juste pour comprendre votre position. André Tongi, il était quand même ministre de l'administration territoriale dans les années 90. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait interdit non seulement les partis politiques, mais il avait interdit aussi les associations, les Cap Liberté, tout ça. Donc, non, je veux te dire que c'est la prérogative. De choisir les dirigeants. Non, pas de choisir. C'est deux choses, c'est de ça qu'on parle, maître. Quand il reçoit une requête et il va dans le texte qui est représenté, il choisit le dirigeant. Il lit le texte, il lit le nom de la personne qui est là. Je suis désolé. C'est des choses inacceptables qu'il faut dénoncer. Faites donc ce que vous voulez. Permettez, mes chers avocats, on lit le droit et je peux comprendre la chaleur qui en ressort. Mais monsieur Ouafo, est-ce que justement à l'image de ce qui se passe, on ne s'attend pas dans les prochains jours à avoir plutôt des mouvements, puisqu'on a Dieudonné Yebga qui annonce ne pas s'arrêter. On entend Thierry Ndifen sur ce plateau qui dit également qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et bien sûr, on a eu l'occasion d'écouter le challenger de l'honorable Lipote, puisque en même temps, il a proposé, il est avec vous dans les 20. En attendant, Abiba est candidate au compte de l'UPC pour la présidentielle. Ça fait également une dissonance à ce niveau-là. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers d'autres crises encore plus intenses que celles qu'on vit déjà dans cette danse? Rosalie, il y a quand même des postures quand même qui traduisent la danse. Pour analyser ça, moi je voudrais m'appesantir sur deux volets. Le temps de la sortie du ministre, il est désigné dans cette sortie. D'accord. Le temps de la sortie d'abord, regardez bien, le ministre fait sa sortie à la veille d'une élection importante comme l'élection présidentielle, où le camp d'en face a besoin d'une certaine sérénité. Et il est question aussi qu'on fasse que le camp opposé bon, si je comprends, le camp d'en face, c'est le RDPC et le camp opposé, c'est les opposants. Bien sûr. Ben, il faut expliquer pour ceux qui nous regardent. Bien sûr. D'accord. La deuxième chose, les désignés de cette sortie. Regardez bien, vous allez voir que tous ceux qui sont, je peux appeler ça nomination, sont ceux qui ont appelé à voter pour le candidat. C'est une sortie, à mon avis, inopportune. Inopportune. Bon, le Manidem n'en fait pas partie. Écoutez, monsieur Kananissé,
Monsieur Ekale Anissé n'est pas candidat et tout le monde aujourd'hui sait quelles sont les accointances avec le pouvoir en place. Laissez-moi terminer. Celui qui a été choisi pour le CPP est appelé à voter pour le candidat Bia. Ça, c'est d'un. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas pour prérogative de désigner les dirigeants d'un parti politique. Il peut décider de sa dissolution, il peut décider, prendre des mesures conservatoires pour qu'ils aillent s'arranger, parce que c'est quand même des partis qui en apportent à l'animation de notre scène politique et qui font des propositions. Mais c'est pas il ne revient pas à un ministre de dire au détriment des tests de ce parti, parce que le CPP a quand même des tests. Ils ont quand même un congrès, ils ont des conventions qui désignent ceux qui sont les responsables. En même temps, le Manidem aussi, vous n'avez pas. aussi, Le texte que vous n'avez pas. D'où vient-il que, à la veille d'une élection aussi cruciale, c'est le ministre de l'administration territoriale qui se met dans son bureau et désigne tel. Je pense qu'il y a plus important que ça. Pas comme ça. Il y a plus important que ça. On a, par exemple, le problème grave dans l'église évangélique du Cameroun. Ah non, le ministre pouvait permettez, évitez de nous entraîner énormément dans des détours. Quand allait se mettre à désigner, et il va même en contradiction avec son prédécesseur qui avait reconnu ses responsables de partis politiques. Ça veut donc dire qu'il y a une chasse aux sorcières qui est visible, mais allons gagner sur un terrain politique avec des arguments, avec des projets qu'on propose. Donc, essayons d'utiliser de ne pas utiliser des coques en jambes. Mais il pèse combien? Il pèse combien? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il pèse rien. C'est pas la peine. Dans cet acharnement. C'est pas un acharnement. C'est quand même. C'est une clarification. Non. Il y a une chose que je remarque. Ce monsieur Aimé Ouafo que vous présentez comme étant un professeur. On ne va pas faire le procès d'Aimé Ouafo aussi. C'est un opposant. Il faut qu'il assume son opposition, qu'il crée son parti politique. Ce qui est intéressant avec la société. Il faut qu'il participe au jeu démocratique. Il crée son parti, il discute avec nous. En assumant. J'assume parce que nous avons été clairs pour dire que ce qu'il vient de dire là, c'est un acquis. Le ministre ne choisit pas les dirigeants des partis ni des organisations. Non. Mais ici, et je crois que la nuance que l'enseignant, le professeur maintenant, avant que vous ne continuiez, quand il y a deux personnes qui se bagarrent, on prend le texte, il y a le registre qui est là. Si le texte est mis à jour, non, il y a des tests. Allez donc au tribunal, c'est ça que je... Mais le ministre ne choisit pas avant. C'est celui qui a intérêt. Bon, le ministre ne choisit pas avant. Même vous ne pouvez pas admettre qu'un ministre s'immixe dans un parti. Bien sûr, on va voir. Nous sommes tous des Camerounais. Le Cameroun nous appartient. Et personne ne n'est plus Camerounais. Nous, on a vu l'UPC au tribunal tous les jours. Attends, personne n'est plus Camerounais que d'autres Camerounais. Dans ce pays, nous appartiennent tous. D'accord. En attendant, quand vous dites allez, on va donc voir, on va voir. Nous sommes des Camerounais. La voie de droit, tu ne comprends pas. Ce n'est pas à nous. Monsieur, nous ne discutons rien. Notifiez votre procès verbal d'élection. C'est déjà fait. Voilà, c'est fait. Si c'était fait. Ça a été fait. Je peux vous apporter toutes les décharges. Mais ce n'est pas notre problème. Si nous avons informé avec des décharges au ministère depuis 2011, nous n'avons pas de suivi à faire. L'informant, il en prend acte. Il ne désigne pas. Nous avons les décharges qui montrent que nous avons informé constamment le MINAT de 2011 jusqu'à aujourd'hui de la vie interne de notre parti. Et il en prend acte. Thierry, entre nous, comment quelqu'un crée même son parti, vous venez vous les chasser? Vous là-même, vous êtes comment? Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas ça le débat. C'est ça le débat. Soyons sérieux. Le débat n'est pas là. Soyons sérieux. Le parti, ce n'est pas le parti de quelqu'un. Je comprends très bien. Donc, vous êtes dans la patrimonialisation de la vie politique. Le parti n'appartient à personne. Le parti appartient à tous les militants. Le parti n'appartient pas. Le parti n'appartient pas à Kawala. Le parti appartient. Le parti appartient aux militants du CPP. Et chaque militant est cohéritier de ce parti. Et donc, ce n'est pas le parti d'une personne. Il n'y a pas de responsable. Voilà. C'est maintenant qu'on peut en mettre une à mettre. Non, j'espérais que je pouvais en mettre une. Tita m'a dit que
Il a créé son parti, ou bien révérend Tita, qu'il a créé son parti. Non, c'est le professeur Fontita. Qu'il a même un titre foncier, dis-le. Qu'il a créé son parti il y a longtemps. Il anime son parti, il a entretenu son parti longtemps. Vous connaissiez le CPP avant 2011? Il lui donne le titre. Vous connaissiez le CPP avant 2011? Le parti. Maintenant, il part. Vous connaissiez le CPP avant 2011? Maintenant, pour avancer, pour avancer, messieurs, je vous savez juste... que moi, je tiens le padre là. Je gaspille mon argent, je fais tout. Dès que je vais mettre que voilà votre conception de la Thierry va être là et va me chasser. Voilà votre conception de la Maintenant, messieurs, je voulais juste repréciser quelque chose. Monsieur Aimé Wafo est multicasquette, je l'ai expliqué ici dès le début, mais ici il représente la société civile. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, il est même analyste sociopolitique, donc tu peux comprendre. Maintenant, s'il vous plaît, de l'opposition. Vous réclamez plus de l'opposition, mais parce que votre attitude devient un peu... Non, je suis de l'opposition. Mais sauf que je vous ai jamais... Parce que le mot opposition, visiblement, vous crée un problème. Je le connais. Oui, je suis analyste objectif, tout simplement. Vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas objectif. Maintenant, maître Jean de Dieu Moumou, on a été également sur ce plateau avec Philippe Nanga, qui était également taxé d'être opposant. Non. Puisque c'est toute la société. Non, c'est la société civile. C'est juste pour vous dire que, à l'instant T... Vous distribuez des bons points quand vous voulez, quand tout le monde sait que Philippe Nanga est de la société civile. C'est juste pour vous faire comprendre. On le voit, il convoque les gens, il fait beaucoup de choses. Et en attendant, il est également taxé de prendre beaucoup plus rapprochement avec l'opposition. C'est juste pour dire que la société civile au Cameroun, malheureusement, dit une vérité qui peut plaire ou qui peut ne pas plaire. Mais on est obligé de faire avec également Maître Jean de Dieu Moumou. Quand ça va plaire de votre côté, rassurez-vous, vous aurez à sourire. C'est lui de RDPC aussi. Évidemment, on a également les sociétés civiles très proches du RDPC. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant que tout est dit, on comprend que la suite se fera encore très houleux au Cameroun et que sûrement cette actualité reviendra sur ce plateau de discussion. Pour le moment, on va prendre une transition et rentrer dans le cœur du débat cet après-midi. On parle de l'élection présidentielle. Ça va chauffer. 28 candidatures enregistrées par Election Cameroun dans les délais. 2 catégories de candidats, ceux investis par les partis politiques. C'est le cas par exemple du RDPC avec Paul Biya ou encore de notre ami du Social Democratic Front qui désormais va remplacer Ni John Fundi dans cette compétition. 2 femmes uniquement dans ce rendez-vous. Abiba Issa, épouse Douala Mbedi pour l'UPC et Geneviève Amvené, bien sûr, comme candidate indépendante. Ça, c'est la deuxième vague de catégories. On a ceux investis, on a les candidats indépendants, dont 2 femmes uniquement. On va commencer par faire un constat. On apprécie d'abord, assurez-vous, permettez-moi de diriger la discussion. Je sais que vous en aurez à dire. On note déjà, Maître Pensy, une baisse du nombre des candidats. On avait une 60aine enregistrée en 2011. Après le contentieux, on en a eu 20. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, Maître Momo, ça sera sûrement revu à la baisse. On note déjà qu'il y a quand même eu un nombre inférieur de candidats enregistrés. Et à mon avis, c'est une très bonne chose. Parce que je crois que le fait de remonter la position à la somme de 30 millions a dû dissuader quelques personnes pour pouvoir trouver cette somme. Et il y a lieu aussi de féliciter l'ingéniosité de Cabral Libye qui, avec les réseaux sociaux, a pu trouver les 30 millions de francs. Bon, cela dit, on a vu des candidats comme Billet, qui n'a pas pu déposer les 30 millions à la trésorerie générale, et en allant chercher les fonctionnaires aux alentours de minuit à Yaoundé, il a fait une déclaration que comme il ne les a pas trouvés, il espère qu'on va accepter sa candidature par le Conseil électoral. Donc tout ça, c'est le folklore. Et je crois que Momo l'a dit, on va se retrouver peut-être, à mon avis, aux alentours d'une quinzaine, à peu près de personnes, quand il y aura un vrai toilettage le 8 août. Et je sais, cette personne-là, je ne sais pas, il y a des gens que personne ne connaît. Je crois qu'il y a des noms que j'ai vus. Il y a même un monsieur qui a un parti qui s'appelle Parti Biya. Biya Partis. Biya Partis. Je ne sais pas s'il a fait ça pour de l'humour ou bien pour arracher des voix. Pour du RDPC, en espérant que quelques vingtaines de voix
vont Il suffit qu'il ait un bulletin qui a un peu de flamme dessus. S'il a un peu la flamme, aider, hein. il ne va pas quand même tromper les Camerounais jusqu'à ce prix. Non, il y a un folklore, mais ce qu'il y a quand même, c'est que cela se passe de bonne guerre. Et j'ai pu suivre l'ancien secrétaire général Titus Edjoa, qui est passé dans une chaîne concurrente, qui a dit que oh, mais maintenant vous pouvez déposer votre candidature, il ne vous arrivera rien, en pensant bien évidemment à ce qu'il a eu lui par le passé. Donc je crois qu'il y a quand même un regain au niveau de la démocratie. Moi, je crois, et je ne suis pas de ceux qui insultent ceux qui ont analysé la situation politique et ont apporté leur voix au candidat du RDPC. Ça, c'est de bonne guerre. C'est comme d'autres partis vont se positionner pour dire que nous allons peut-être choisir Joshua ou bien nous allons choisir Akere Mouna. Je rappelle que les deux sont des amis à moi. Ou bien d'autres candidats qui sont là. Ça, c'est le jeu démocratique. Et ce jeu démocratique doit se faire dans la transparence et dans la clarté. Et c'est ce que nous espérons. Pour que nous n'ayons pas, chers amis, à faire des petites bagarres qui servent à rien. La politique, ce n'est pas la guerre. Tout simplement, il faudrait que les gens soient gentlemen et qu'on voit que le meilleur gagne. Il appartiendra aux Camerounais tout simplement de gagner. Il ne suffit pas d'insulter, ni de dire qu'il est vieux, il est machin. Ce n'est pas un programme politique. Prenez des mesures alternatives face aux Camerounais et il appartient à ceux-là de pouvoir voter. On attendra dans les résultats après les élections du 7 octobre. D'accord. Avant de continuer pour les nouveaux sur ce plateau, je tenais à préciser quand on arrive à cette phase, c'est 1 minute à chaque prise de parole, sinon je serai obligé de rentrer et de vous interrompre. Donc pour éviter que je ne sois toujours en train de vous rappeler à l'ordre, merci de respecter. 1 minute à chaque prise de parole, vous aurez l'occasion de revenir autant de fois que possible, mais c'est pour rendre la discussion beaucoup plus animée. Du coup, on va éviter, ben oui, au moins ça va vous éviter de confondre des plateaux de télévision et de parler pendant, pendant 5 minutes. Voilà, on se comprend. J'en viens à vous, hein, monsieur Wafo, puisque pour l'instant on plante d'abord le décor. On va rentrer dans les curiosités de ces candidatures-là dans quelques minutes. 2 femmes uniquement, c'est un peu le remake de la dernière élection. On a l'impression que les femmes n'osent pas beaucoup au Cameroun. Oui, 2 femmes. Tout à l'heure, vous avez dit 28 candidatures, presque la moitié du quota qu'on a eu en 2011. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est la contenance ou encore c'est le charisme et la personnalité des programmes politiques de ceux qui postulent. Donc pour les 2 femmes, pour vous... On présente quand même une candidature pour gérer la destinée, pour gérer la vie des concitoyens. Et ce n'est pas une blague. Parce qu'il y a beaucoup de petits roublards, permettez l'expression, en mal de reconnaissance, viennent présenter leur candidature. On n'est pas là pour blaguer. Il y a un pays, ça circulait sur les réseaux sociaux, où des gens qu'on avait élus, qui sont allés, qui n'avaient rien fait, quand ils sont revenus, on les a bastonnés. Hein. Bon, ça c'est pour rire. Au Cameroun, on a comme impression qu'on peut considérer le peuple comme un bétail électoral. On l'amène comme on veut. Il y a des marionnettes, il y a des pions. Et vous allez voir, beaucoup à la veille vont déclarer leur flamme pour un parti ou pour un autre. Pour un parti. Et c'est pas des attitudes qu'on attend pour une élection qui se veut compétitive et dans une compétition qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Bon voilà, on continue à planter le décor. Hein. Je sens quand on va rentrer dans les curiosités, ça va être très chaud. Bon, pour continuer à planter le décor, on a noté quand même quelques jeunes dans ces candidatures. Cabralibi, Serge Espoir Matomba, Jean-Patrice Tondé qui fait partie de ces curiosités. On en parlera tout à l'heure. Ça stimule, ça donne quand même envie, Thierry Ndifeni. Je ne sais pas si ça stimule, puisque on va dire que le phénomène Macron a quand même réussi à bouger quelques-uns au Cameroun. Ce serait tant mieux. Nous souhaitons, c'est tout le mal que nous souhaitons, que ça puisse amener les jeunes à s'intéresser davantage à la politique. Si c'est un mal, nous le souhaitons. Et vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais en fait, cette élection, nous la regardons un peu de loin parce que c'est une diversion, c'est une farce, c'est un théâtre. Parce que, pas pour nous, les règles du jeu ne sont pas consensuelles. Depuis que pour l'instant, vous parlez au nom du CPP, donc pour vous. Non, mais que quelqu'un me dise ici qu'on a un code électoral consensuel. Tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas pour nous, c'est connu. Que quelqu'un, et les camps sont les militants du RDPC. Vous avez vu le conseil constitutionnel, vous avez vu les gens qui s'y sont nommés. Donc vous allez à un match de football, l'arbitre est le président d'une équipe.
et vous pensez qu'il y a un match équitable, donc ça permet quand même d'animer, de faire vivre la scène, mais vraiment, ça divertit les Camerounais et on doit aller à l'essentiel. On doit sortir de l'agenda de M. Biya. L'élection, c'est son agenda. Merci, on apprécie encore les candidatures. Merci. Maître. J'ai la même analyse que Thierry sur l'histoire, sur les candidats. On attendait votre candidature également. Oui, et à la grande surprise. Je n'ai pas donné de candidature. Parce que j'ai fait le même raisonnement que lui, que je ne vais pas gagner. Sauf que j'ai tiré d'autres conclusions. Lui, il a tiré des conclusions qui sont des conclusions de son parti. Moi, j'ai dit, chez nous, on dit quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Comme je ne peux pas battre le candidat du RDPC, bien, je m'en vais l'accompagner. D'accord. Je m'en vais l'accompagner à gagner. Mais, c'est-à-dire, moi, sans moi, le candidat du RDPC va gagner. Mais vous allez donner à tout le monde une non, vous avez le droit, je vous relancer seulement. C'est votre temps de parole, maître. Je ne vous reprends rien du tout. Je voudrais y apporter ma contribution pour l'amener à gagner à 99%. Que ce soit clair. Un résultat stanilien. Pour montrer qu'effectivement, qui montrera qu'effectivement, la majorité du peuple camerounais se plaît dans ce régime-là, ne veulent pas le changement. Pourquoi? Parce que si les gens voulaient le changement, ils se seraient inscrits, ils auraient pris leur carte de vote, ils seraient au moins 11 millions comme l'autre candidat, ou 12 millions, ils seraient partis voter, ils l'auraient gagné, parce que lui, il a 33 millions de réserves. Maintenant, moi, je constate que la majorité, en démocratie, quand la majorité l'emporte, il faut suivre la majorité. Ça, c'est ce que nous disons partout. Donc, il ne faut pas que ça soit différent au Cameroun. Voilà mon mot d'introduction. Voilà, maintenant on va rentrer dans ce qui est même de ces candidatures avec beaucoup de curiosité. Vous venez de parler du ralliement des 20 partis politiques qui ont décidé d'accompagner le RDPC à la surprise générale au thème donc, de ces enregistrements des candidatures. On a pu glaner quelques réactions de vos compères à l'issue de votre réunion de Yaoundé. On va donc les écouter. Hein. Ils justifient, ils sont 4 francophones et anglophones mélangés. Ils justifient un tout petit peu la raison de ce choix des ralliements. Et on revient sur ce plateau puisque là on parle des curiosités de ces élections présidentielles. Juste après l'élément. Our choice to join this presidential majority came because of our frustrations. Our frustrations that the opposition party has not been able to come up with a unique candidate. Since 2011, we've been trying to come together. The president of party number A will say if he's not the president, it will not work. Another political party will say if it is not me, I will not join. And so, at the end of the day, we are faced with many candidates for the presidential election. Our dream was to have a single candidate that the opposition will rally behind. But because we are unable to get that single candidate, we are pushed to the wall. After having examined all the different candidates, those who have declared themselves candidates, we have gone into an in-depth analysis, and we wanted to be objective based on experience. I think the only person that can solve the Anglophone problem, that has already started with a humanitarian action, is President Paul Biya. Vous savez, ce n'est pas un individu qui s'est porté candidat à la présidence de la République. Ils avaient prévu que, ayant déposé, on devrait proposer aux différents candidats qu'on se regroupe autour d'une candidature. Et ce qui ne s'est pas fait. Et voilà des résolutions pour lesquelles le groupe des partis politiques pour le dialogue national ont décidé de retirer la candidature et de rentrer pour l'expérience que le président Biya a. I have realized that the playground in Cameroon is so rough. The political playground is so rough.
And this roughness of the political playground is because matured, sound, reasoning politics has not been planted in the country yet. So as this sound politics has not been planted in the country, the reason goes that the many people who rushed into Cameroon politics are too shallow, and they lack a lot of substance. So when you come and you meet people like that, the best thing is give your support to the person you think is having the substance. Dans notre société, laisse subir également certains craquements au regard de tous ces enjeux. Et compte tenu du devoir républicain qui s'exprime dans la volonté des partis politiques, il était donc normal que nous prenions du recul nécessaire pour analyser, juger et décider. Nous avons donc décidé, en toute souveraineté, de soutenir le président Paul Biya. Voilà quelques réactions. Donc, on a pu remarquer Isaac Feuzeux du parti Merci, qui avait déjà posé sa candidature. Il a dû la retirer pour se joindre au chef de l'État. On a aperçu Fon Tita, le nouveau président après désignation du Minat du CPP, et Nobens du CDP, et puis l'honorable Bapo Lipot, le secrétaire général de l'UPC, qui est un tout petit peu la machine en marche. Je commence par vous, Maître Momo, puisque vous faites partie de ces 20. Comment justifier qu'on vous ait vu pendant très longtemps? Vous étiez en train d'expliquer en chiffres tout à l'heure pourquoi vous avez décidé de vous rallier maintenant en parole, bien loin des chiffres, pour le bien des Camerounais. Voilà, en une minute, qu'on puisse comprendre comment vous avez été. Ça, moi également, je vous ai connu ainsi, un visage de proue de l'opposition au Cameroun. Et que c'est normal, ça peut choquer, futur ministre. Oui, pourquoi pas. Mais sinon, ce n'est pas vraiment l'objectif. Je dis que nous sommes en politique. Je suis un entrepreneur politique. Les gens me considèrent et continuent à voir en moi l'activiste des droits de l'homme. Et j'ai vu même des amis qui étaient des activistes comme moi, qui pensent que je dois absolument avoir la même position qu'eux. Moi, je suis un entrepreneur politique. Et nous sommes en politique. On n'est pas dans l'activisme. Et dans la politique, vous cherchez l'intérêt de votre parti et de vos militants. Moi, je vois les gens des autres partis, et non pas des gens de mon parti, qui viennent me critiquer aujourd'hui. Je pense qu'ils n'ont pas de raison de venir me critiquer. Nous avons choisi de soutenir la candidature du président Paul Biya sans entrer dans la majorité au présidentiel, sans entrer au RDP, c'est-à-dire en gardant la liberté de mouvement. Pourquoi? Pour la simple raison que nous considérons qu'il a déjà gagné au vu des listes d'inscription. Deuxièmement, parce que la question sécuritaire du pays qui est en guerre de sécession n'autorise absolument pas qu'il y ait la moindre distraction, même pas électorale. J'aurais même été pour qu'il n'y ait pas des élections. Mais comme si on n'avait pas fait des élections, les gens allaient protester pour dire que ça allait ressembler en Côte d'Ivoire où on a reproché à Laurent Gbagbo de rester, ou ce qu'on reproche à Nkurunziza de le faire. Moi, j'ai estimé que si c'était moi je n'allais peut-être pas organiser, mais le président a bien fait d'organiser. Maintenant, comme il va gagner de toutes les façons, pourquoi ne pas le soutenir nous tous pour l'accompagner, puisque manifestement c'est son dernier mandat. L'âge va certainement l'arrêter. Donc c'est son dernier mandat. Et je pense que au lieu de nous bagarrer, à nous distraire, on peut l'accompagner pour qu'il mette les institutions solides avant de partir, avant de nous laisser un héritage. Dans tous les cas, chez nous, lorsque on veut appeler les enfants à la succession, si tu pars, tu fuis, on ne va pas aller te chercher. Pour quand il y a le moment de la succession, il faut rester dans la case successorale pour que éventuellement ça peut tomber sur toi. Même si ça ne tombe pas sur moi, mais que je suis quand même dans l'équipe qui organise des choses.
que mon parti est dans l'équipe qui organise les choses, mes militants vont plus profiter que de me voir dans le maquis. Moi, je sors du maquis, je viens et j'accompagne le président. Vous comprenez cette position, Thierry Ndifen, la position de Maître Momo et de 19 autres. On a pu également apercevoir le président Fritz Ngo qui était d'accord. Non, chacun a donné son point de vue. Je demande, permettez, s'il comprend en fait ce ralliement de ces 20 partis politiques. Bon, nous le constatons, nous n'avons pas besoin, outre mesure, de le comprendre. Vous êtes de l'opposition, vous pouvez comprendre qu'un parti de l'opposition décide de marcher avec le parti au pouvoir. Il faut noter que, bon, quand on dit l'opposition, ce n'est pas un tout homogène, hein. Il y a des oppositions et donc vraiment, une personne agit et puis il faut identifier les responsables et tirer les conséquences. Donc, il n'y a pas une opposition, c'est pas un parti unique de l'opposition. Donc des gens ont pris leurs responsabilités. On est tous d'accord dessus. Voilà. Et donc je voulais dire quand même à Men Momo que si on va dans la logique de il faut toujours soutenir la majorité, ça veut dire qu'on ne mènera jamais aucun combat dans ce monde. On n'a pas dit toujours. Ponctuellement, maintenant. Même ponctuellement, ça veut dire qu'on ne mènera jamais aucun combat dans ce monde. Parce que quand il y avait l'apartheid aux États-Unis, je veux dire en Afrique du Sud, les Blancs étaient le gouvernement majoritaire. Et si Nelson Mandela et les autres avaient dit que non, nous devons nous rallier aux Blancs parce que c'est la majorité du moment, on ne serait jamais sorti de l'apartheid. La ségrégation raciale. Mandela a continué à fonctionner avec eux. Mais la situation a tout de même évolué. On n'est plus en situation d'apartheid tout de même en Afrique du Sud. C'était votre exemple. On vous accompagne. Et donc je précise donc que s'ils avaient abdiquer pour dire que nous ne faisons rien parce que nous allons rallier la majorité, on ne serait même pas sorti de l'auberge. Même chose pour la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc, vous ne pouvez pas avancer des chiffres pour dire que parce que, évidemment, avec un système électoral truqué, biaisé d'avance, M. Biya va gagner, moi aussi, je vais le soutenir parce qu'il va gagner. Vous aurez pu vous désolidariser de cette manière et vous abstenir. Vous auriez pu prendre position. Vous êtes libre de prendre vos positions, mais je veux dire qu'il y a d'autres. Vous ne pouvez pas présenter votre option comme la seule option. Non, rassurez-vous, c'est l'option la plus sage. Donc c'est pour dire que vous avez fait vos calculs. Politicien, c'est votre droit. Vous avez pris vos options. Vous n'avez pas, outre mesure, à vous justifier. Donc, vraiment, nous observons, les Camerounais ne sont pas durs. Monsieur Wafo, opposant pour opposant. Non, je veux savoir, est-ce que se rallier au parti au pouvoir, s'il vous plaît, maître Jean de Dieu, vous ne pouvez pas influencer, vous ne pouvez pas influencer mon analyse. Je veux comprendre. Opposant pour opposant, parce que c'est un problème d'idée. Est-ce que parce qu'on a un parti de l'opposition, on ne peut pas s'allier au parti au pouvoir dans certaines circonstances? Oui, mais le problème n'est pas à ce niveau. Non, c'est la question que je vous pose. S'il vous plaît, monsieur Wafo, vous répondez à ma question. Ils sont libres de leur choix. Voilà, c'est tout à fait légitime. Je les comprends. Mais il se pose un réel problème de conviction. Quand vous voyez la liste de ceux qui passent là et qui chantent ces louanges-là, vous avez comme impression qu'ils ont un minimum de conviction. Je peux vous rappeler, si vous permettez, une déclaration de mon frère de droite en 2011. Il en a beaucoup. Maître Momo en 2011 disait ceci: nous allons libérer le Cameroun de M. Biya et de tout son système parce qu'il nous creuse notre tombe. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, 8 ans après, il nous dit que le président Biya mettre les institutions solides avant de partir. Vous comprenez que beaucoup d'hommes politiques au Cameroun n'ont pas de valeur intrinsèque politique. Et c'est trop léger de faire des affirmations comme ça. Pensez qu'il y a des gens qui nous suivent. On va vouloir justifier, on est réaliste, mais ça montre que quelque part, il y a un problème de condescendance politique. On ne peut pas, ailleurs, dans les démocraties qui se respectent, soit vous êtes de la gauche, vous soutenez vos arguments et vos positions parce que vous en êtes convaincus jusqu'au bout, soit vous êtes de la droite. Mais aujourd'hui, on a un peu des hommes politiques caméléons qui sèchent leurs vêtements, comme on dirait au quartier, du côté où le soleil brille. Et ce n'est pas tout à fait normal. Maître Pensy, c'est tout à votre plaisir. Non, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Aussi. Et ça, c'est une formule qui existe même en sciences politiques. Et je crois que Maître Momo a fait une démonstration qui me semble être logique sur plusieurs aspects. Il a fait d'abord avec des chiffres, ce qui me paraissait logique.
Et j'adhère à ces chiffres-là, en disant d'ailleurs qu'il a oublié l'abstention, parce qu'il y aurait également quelques abstentions qui viendront encore enlever des voix à l'opposition. Donc c'est presque certain, si on part sur ces chiffres-là, que le RDPC est parti pour bien gagner. La deuxième chose, c'est pourquoi le président doit se présenter. Parce qu'il faut le dire, moi j'étais pour ceux qui voulaient qu'il se présente pour la bonne et simple raison que, bon, Matomba, eux, ils vont dire, il était là depuis 36 ans, il n'a rien fait. Mais je dirais également, en ce qui me concerne, que actuellement, il n'est plus attaché par quoi que ce soit. Exact. Donc, laissez-moi analyser, monsieur. Vous faites de l'analyse, est-ce que ça vous prend par les tripes, ça vous dérange, vous commencez à parler. Il va apporter des changements qui s'imposent parce qu'il ne doit plus rien à personne. Même tous ceux, les flatteurs, qui vivent autour de lui, qui étaient là, ceux qui voulaient qu'il soit trop, qu'il soit machin, il est indépendant. Donc, il est indépendant de tous ceux qui étaient là, qui ne voulaient pas des changements. Il est au-dessus de tout. Et à ce moment-là, il va apporter des changements qui s'imposent. Quels sont les changements qui s'imposent? Des changements au niveau institutionnel. Mais je vais finir. Des changements au niveau des hommes. Ouais. Parce que à Yaoundé, il y a une formule. Lorsque vous demandez à un ministre de faire quelque chose, je vais prendre des mesures. L'autre, je vais prendre des mesures. Donc les ministres sont devenus des tailleurs au quartier parce que ce sont des tailleurs qui ont déchiré le tissu social. Et à ce moment-là, le président de la République, qui est nommé, qui est libre, va peut-être faire des choses extraordinaires. Et vous verrez peut-être qu'en 2020, il se passera autre chose après les modifications constitutionnelles, à mon avis, qui vont arriver. Autre curiosité dans ces candidatures, c'est le miracle de Cabral Libye qui réussit à réunir 30 millions en 3 jours. Ce sont des curiosités. C'est justement pourquoi c'est une curiosité, Maître Jean de Dieu Momo. Je commence même par vous, justement. Après le ralliement des 20 partis politiques, on en est à 30 millions réunis en 3 jours. Je vais vous dire, non, d'après lui, il avait 10 jours, mais il a dit 3 jours, donc on doit... D'abord, voilà. Le bureau chargé de recevoir les dossiers n'est pas là pour veiller sur la régularité des dossiers. Il reçoit, point. Si un document manque, il mentionne tel document manque, il mentionne et prend le dossier. Beaucoup de ces gens-là sont partis sans la lettre d'investiture d'un parti politique. Nous sommes 20 partis politiques. Bon, lui, il est porté par Univers. Oui, attendez, nous sommes 22. D'un coup, Vondo. Et nous sommes 22. Oui. Il l'accompagnait. Et nous sommes 22. Et il y a 2 qui ne partent pas. Le PADEC ne part pas. Et l'UPC ne part pas. Non, l'UPC part. Avec, il y a 3. Avec Abiba, l'UPC. Je vais vous répondre. Donc, il y a le CPP, il y a 3 qui ne partent pas. Légalement ne partent pas. Ouais. Donc, il reste 19 partis qui sont éligibles. Et dans les 19 là, beaucoup n'ont pas la lettre d'investiture de parti. Univers, puisque vous parlez de... On ne peut pas donner 2 fois. Non, on ne peut pas donner 2 fois. L'Univers a... On reste dans le timing. Mais beaucoup n'ont pas payé les 30 millions. Je sais parce qu'il y a ceux qui sont venus me voir pour me donner l'argent pour que ils partent avec mon parti. Ils devaient me donner l'argent et moi j'ai refusé. Donc ils sont partis en m'insultant. Donc, moi, d'autant plus que j'ai rallié le président de la République dont la majorité présidentielle. La fait chauffe encore. La fait chauffe, donc j'ai refusé, mais ils ont quand même déposé pour me narguer, pour dire que bon, j'ai quand même... Donc, ils font vraiment le one-man show. Tu vas voir comment on va rejeter. Je vous dis, je rigole parce que je les connais. Ils sont partis, ils n'ont pas le document, mais je pense que ils veulent, comme beaucoup sont partis faire les tours en Europe pour chercher les partenaires, ils veulent rassurer les partenaires que, pardon, envoyer l'argent, là j'ai déjà déposé. Et donc maintenant, si on rejette, au moins ça les couvre. Deuxièmement, les gens qui ont déposé, la plupart, et je rejoins mettre Pensi là-bas, les 30 millions c'est rien. On peut aller emprunter parce que la cagnotte du retour sera plus grande. Donc le deal c'était que moi je vous donne mon parti, mais vous me donnez l'argent. Mais quand l'argent vient, comme ça entre dans mon compte, dans le compte de mon parti, c'est moi qui ai la signature, je retiens mes 30 millions dessus. Et le reste après. Et puis voilà. Donc beaucoup partent, ce sont des commerçants. Maître Pensi, Cabral Libye, 30 millions en 3 jours?
Je ne sais pas si c'est en 3 jours, mais je pense quand même que c'est ce qu'il a fait extraordinaire. Je ne pensais Extraordinaire, pas... tu es sûr même. Non, je crois que... Moi, j'ai vu le reçu du versement des trésors. Du trésor. Oui, pour les 30 millions, il est versé. Sur les 30 millions. Il a présenté le reçu. Il a présenté, je l'ai même sur mon portable. D'ailleurs, je l'ai reçu. Je l'ai reçu et je crois que c'est une excellente chose. Mais derrière, il faudrait beaucoup d'argent pour faire campagne. Parce que 30 millions ne suffiront pas, même l'argent que l'État va remettre. Et je voudrais d'ailleurs qu'il y ait une modification à ce niveau-là, qu'on ne donne l'argent qu'on rembourse que l'argent qu'à ceux qui ont 5% de voix. C'est 10% au Cameroun. C'est 10%. C'est 10%. C'est 5%. C'est 5%. Si ça n'a pas changé, c'est 5%. Si vous l'avez en 2018, c'est 10%. C'est 10%. Ça a changé. Dans le code électoral. Bon, sauf si le délégué s'est trompé en parlant. Moi, je pense que c'est 5%. Et comme il y en aura beaucoup qui n'auront pas 5%. Oui, et que l'État ne donne pas. L'État ne donne pas les 75 millions là avant. Pardon, laisse ça. Ne t'occupe pas de ça. Vraiment. Parce que... Ne te pense que tu n'es pas candidat. Ne nous gâte pas le marché. Je voulais juste... Comme c'est Momo qui me le demande, comme c'est un nouveau partenaire, ce sera à l'étude. Je voulais juste préciser que c'est vrai qu'on fait une fixation sur les 30 millions. Mais il faut dire que le certificat de cautionnement, comme l'extrait de casier judiciaire, est une pièce aussi importante. Si vous avez versé les 30 millions et vous n'avez pas l'investiture, vous n'avez pas votre certificat de nationalité qui coûte 2500, on va écarter votre dossier. Donc, toutes les pièces, beaucoup de dossiers en perspective seront écartés. Surtout le casier judiciaire. Important. Voilà. Là où il y a des problèmes de casier judiciaire qui vont se poser. Donc, c'est vrai, on a fait une fixation sur les 30 millions, mais il faut que les gens sachent que toutes les pièces sont importantes. Et il n'y a pas une pièce qui est plus importante qu'une autre. Donc, un dossier, c'est un ensemble de documents prévus par la loi et il faut déposer ce dossier. 30 secondes. Il y a beaucoup de candidats, potentiels candidats pour qui c'est beaucoup plus un coup de pub. Vous voyez, je suis d'accord. Toutes les télévisions relayées, c'est les radios qui te mettaient à l'entrée pour c'est un coup de pub. Il y a beaucoup qui n'ont même pas les traces, qui sont convaincus que leur dossier même n'est pas complet, que c'est ça enregistré. Mais ils auront au préalable bénéficié d'un coup de pub gratuit. Et vous voyez que tout le monde n'a pas le même objectif là-dedans. Je ne vais pas citer, quand il parle par M. Tulio par exemple, lui-même il a dit... Pourquoi est-ce que je ne me suis pas étonné que ce nom sorte, Chantal Roger? Voilà. Et lui-même, en antenne, il a dit, comme vous voyez, je n'avais pas les 30 millions, mais il fallait quand même que je dépose. C'est un coup de pub. Et tout le monde sait que lui, il veut compléter son visa pour les États-Unis, son dossier de visa pour les États-Unis. C'est regrettable. Je dis, c'est tellement important pour le peuple camerounais que c'est regrettable certaines attitudes. Il faut le dire. On n'est plus à l'époque où le peuple était un mouton de panuche qu'il fallait conduire n'importe comment. On prend ça à la légère, mais c'est pas du tout normal. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci beaucoup, maître Percy. Merci beaucoup, maître Jean de Dieu Momo. 2 heures, ça passe si vite. Et vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau. Merci beaucoup, Thierry Ndifen, du courage pour le CPP. Et merci à vous, maître Aimé Wafo, d'avoir accepté de venir échanger sur ce plateau. Et bien sûr, Eyou mettait derrière les caméras, Jean-Martin Kemfak à la réalisation. Au bonheur de vous retrouver samedi prochain. On sera une fois de plus tous azimuts. Restez sur la télévision du Monde. Au revoir.